C'était un moment émouvant. D'ailleurs, on a vu effectivement Fernandel dans un rôle dont on n'a pas trop souvent l'habitude de le voir, un rôle très 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 émouvant. Je voulais vous saluer toutes et tous en tant qu'adjoint à la culture de la ville de Marseille et représentant le maire de Marseille, Benoît Payan, avec mon ami Christian Bosque qui est ici et qui est élu à la culture provençale. Je tenais à vous dire que voilà, la ville de Marseille est très heureuse d'honorer, de rendre hommage aux personnalités qui ont fait rayonner ou qui font rayonner la ville de Marseille. Et votre grand-père, Fernandel, fait partie de ces personnalités. Marcel Pagnol, quand Fernandel a disparu en 1971, disait il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteur de notre époque, que l'on peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Je crois que tout est dit et je ne peux que remercier le comité du Vieux Marseille et puis son président Yves Davin d'avoir pris l'initiative de ces manifestations au cours de ces 3 jours pour rendre hommage et puis raviver la mémoire de Fernandel 120 ans depuis sa naissance et vous remercier, vous, Vincent, son petit-fils, d'être présent pour accompagner justement toutes ces manifestations, des manifestations qui rendent hommage à un acteur, un humoriste, un chanteur, un réalisateur qui non seulement fait rayonner Marseille, mais fait partie du patrimoine marseillais, mais fait partie aussi du patrimoine cinématographique national. Et je crois qu'il valait bien effectivement ces manifestations pour lui rendre encore un hommage vibrant. Merci à vous, en tout cas, d'être non seulement présent, mais de transmettre aussi sa mémoire, son œuvre. Je sais que vous, très très jeune, vous avez aussi côtoyé le monde de l'art, du cinéma et donc de la culture en règle générale. Et nous sommes très attachés à la ville de Marseille, à la transmission aux jeunes générations, à l'éveil des sens dès le plus jeune âge. Hein, et Médéric le disait tout à l'heure, eh bien, on est dans un lieu alors symbolique parce qu'effectivement l'Alcazar a justement vu de grandes célébrités et personnalités, actrices, acteurs, chanteurs marseillaises et marseillais. Et donc, c'est aussi un lieu de culture, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de développement de la lecture publique et on y tient. Et je ne vais pas ici, devant vous, développer la politique que nous avons en matière de lecture publique. On a eu encore l'occasion, au début de cette semaine, d'en parler avec des associations. Mais nous y sommes très attachés et, sans entrer dans la polémique, c'est aussi ce que nous souhaitons dans un certain nombre de lieux, dont le château de la Busine, c'est-à-dire que ce soit un lieu d'éducation aux images pour les plus jeunes par le cinéma. Parce que le cinéma, c'est pas simplement voir un film, c'est aussi comprendre comment est construit un film, quel est l'envers du décor d'un film, et puis quels sont les thèmes qui peuvent être... Donc ça fait partie aussi des débats, et je suis très heureux qu'il y ait un débat, mais un débat en plus avec vous, avec Médéric, qui symbolise bien Fernandel, qui, avec sa gouaille, avec son accent chantant, ne l'a pas empêché de faire carrière à Paris, eh bien, ça valait quand même une certaine reconnaissance. Et à ce titre-là, je voulais vous remettre la médaille de la ville de Marseille pour ce que vous faites, pour cette transmission et pour ces 3 jours passés quasiment ensemble. Écoutez, je vous remercie. C'est la première médaille que j'ai de toute ma vie. Hein, c'est quand même pas mal. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est très gentil. Écoutez, je vous remercie beaucoup, messieurs, de me remettre cette médaille, n'est-ce pas? Puisque, comme je viens de le dire, c'est la première médaille que j'ai reçue. Écoutez, j'ai envie, tout de même, même si je sais qu'on ne peut pas réoffrir un cadeau qu'on nous fait, mais on peut le partager. Je crois que malgré cet acte très généreux de votre part, il y a des gens qui l'ont mérité bien plus amplement que moi, et j'aimerais associer tout de même d'une manière symbolique, parce que ça me semble important, car moi, encore une fois, je ne fais que transmettre à mon petit niveau des souvenirs qui sont bien plus grands que moi et des gens qui sont bien plus grands que moi. Moi, aujourd'hui,
j'ai envie de dédier cette médaille à deux personnes qui étaient amies et qu'on aime beaucoup. C'est à Marcel et à Fernand. Voilà. J'ai envie de partager cette médaille avec eux. C'est comme si je la recevais pour eux. Voilà. Donc je la garde et je la partage avec eux. Merci. Bien, merci de cette intervention. Alors, c'était les moments d'émotion à chaque fois. Donc, c'est animé aujourd'hui, il se passe plein de choses, c'est bien. toujours animé à l'Alcazar. Ah ouais, non, Oui, il faut. Fernandel, le Et ça retour va à être la l'Alcazar, suite. il a très peu chanté à l'Alcazar. Il a un peu Et que passé, deux fois, effectivement. 2 fois. Il a très peu chanté à l'Alcazar et plutôt aux variétés. Mais on l'a vu dans pas mal de scènes. Alors, effectivement, le but de cette rencontre, et j'espère que vous allez y participer, c'était justement de voir le côté marseillais, méridional de Fernandel. Alors, je crois qu'on peut projeter peut-être. Alors là, c'est l'affiche du film. Hein. Non, c'est l'autre. C'est non plus. Voilà. Donc, c'était pour vous dire qu'effectivement, Fernandel était marseillais, si vous ne le croyez pas. Voilà. Donc, vous avez. Ah, il y a l'arbre. Oui, c'est un arbre. C'est l'extrait. On s'est mis dessus. C'est Oui. bien, tout le monde est dessus. Non, non, mais c'est un arbre qui avait été diffusé dans la Provence il y a quelques années, voilà, qui vous montre qu'effectivement, alors vous en parlerez, Vincent pourra en parler, les contes tandem un peu d'Italie, mais il y a une branche, effectivement, il y a un certain Olive, alors il faut le faire, hein. C'est un certain Jean Olive qui a épousé une dame Chotard en 1479, qui a eu une dizaine d'enfants, et parmi ces enfants, il y a eu plusieurs branches. Donc, vous voyez, il y a une branche qui a donné donc Charleroux, Jules Charleroux et donc Edmond Charleroux. Une autre branche qui a donné Jean-Claude Godin, hein, qui était donc cousin avec Jean Charleroux. Et une autre branche qui a donné, alors, vous êtes plus cousin que moi, hein, un Julien Olive qui a donné d'un côté, il y a Fernandel, d'un autre côté, il y a Médéric Gasquet-Cyrus. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité, hein, mais c'est parce qu'il est spécialiste, Ça m'a ravi, parce ça qu'on m'a l'aime ravi, bien. je suis content, ouais. Et puis voilà, et moi aussi, il se trouve, voilà, je suis. Voilà. Donc c'était juste pour dire, effectivement, si on ne le savait pas, à la fois Fernandel était bien marseillais, et puis là vous avez une brochette finalement de 3 cousins un peu éloignés, parce qu'il faut remonter au 15e siècle quand même. Voilà. Donc on est Alors, cousin, mais avec Jean-Claude Godin aussi. Hein, Voilà, aussi, c'est tout à fait. important. Mais on ne l'a pas invité aujourd'hui. C'est dommage. Voilà, on peut- Est-ce qu'il est là, Jean-Claude? Non, il est pas Bonsoir. Non. Voilà, on peut remettre après l'autre. Alors c'était pour lancer le débat. Bon, effectivement, Fernandel était à Marseille, de souche, voilà. Oui, effectivement. Et c'est une plaque commémorative, comme je le disais l'autre jour. Un jour, Gaston Defferre a téléphoné à Franck Fernandel pour lui dire on va mettre une plaque au boulevard Chat où est né votre père. Mais je disais, c'est pas la mairie de Marseille qui l'a posée, c'est bien le comité du Marseille qui, plus d'une quarantaine d'années, avait posé cette plaque. Moi-même, je l'ignorais. Et c'est vrai que c'est en voyant la photo. C'est vrai, oui. C'est noté comité du Vieux-Marseille. Voilà. Voilà, donc on était déjà là. Peut-être que Gastounet avait passé un coup de fil pour dire bon, peut-être qu'il a vissé la plaque lui. Ah, on va aller savoir, peut-être. Peut-être il a participé à sa mesure, je sais pas. C'est rien, on peut pas savoir. Non, mais écoutez, avant d'ouvrir le débat, j'aimerais juste dire un mot sur le film que je redécouvre en fait avec vous. Voilà, parce que sur grand écran, c'est toujours différent de la télévision. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui m'avait pas autant marqué la dernière fois, c'est que alors pour les cinéphiles qui sont là et ceux qui regardaient le cinéma italien des années 60, hein, vu que ça arrive à la fin des années 60, ce cinéma italien où justement il y avait cet aspect villageois, humoristique, mêlé à l'émotion et aussi à une forme d'onirisme, c'est incroyable. Là, je l'ai revu en me disant c'est incroyable à quel point Henri Colpi, en fait, a fait, comment dire, davantage un film européen qu'un film français. C'est très étonnant parce qu'on voit dans la mise en image, dans l'onirisme aussi, parfois les séquences de rêve, les montages croisés entre la fête, le décès du cheval, la fête foraine, le village qui est seul, mon grand-père qui est en Camargue. Il y a quelque chose, il y a un souffle très italianisant. Hein, tout ce cinéma qui s'est renouvelé immensément en Italie vers les années 50-60, avec des Comencini, des De Sica, ou aussi des Dino Risi, ou des cinéastes un peu moins connus comme Ermanno Olmi ou Luciano Emer, qui allaient justement vers ces films avec un réalisme très fort, très ancré, hein, un ultra-réalisme, mis en parallèle avec un onirisme total. Et c'est vrai qu'en regardant le film, là, en le redécouvrant tout à l'heure, je me disais, c'est fou, je pense que c'est le dernier film de Fernandel, mais j'ai l'impression que c'est son premier film, on va dire, à esthétique latino-européenne, quoi. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, en le regardant, je me disais, je crois que finalement, à bien des égards, c'est peut-être son film le plus atypique, mais à la fois, quelque part, son meilleur film.
son meilleur film parce qu'il y a une simplicité, à la fois une dimension de rêve qui est assez exceptionnelle. Et la mise en scène d'Henri Colpi, le montage, l'organisation du propos, j'ai trouvé ça pas d'une modernité absolue, parce que le temps a passé, mais en tout cas, en France, il y a eu peu de tentatives comme ça, qui étaient des tentatives très italiennes, de faire des films dans l'entre-deux, comme ça, entre le réel et le rêve. Voilà, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que j'imagine que quand même, il y a des cinéphiles dans la salle. Je ne sais pas s'ils en seront d'accord avec moi, mais il y a quand même une évocation de ce cinéma italien villageois. On a d'ailleurs dit que Pagnol avait inspiré une forme de néo-réalisme un peu plus tardif, comme Pain, Amour et Fantaisie, qui rappelait aussi les films de Pagnol. Bon, après, un village est un village, il y en a plein dans le Midi, il y en avait plein en Italie. Je crois qu'ils ont sans doute pas attendu qu'on leur fasse des films de village pour en faire eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose dans ce film qui est européen, quoi. Voilà. C'est d'ailleurs regrettable que mon grand-père soit mort juste après, ne serait-ce que pour des raisons artistiques, parce que si des jeunes metteurs en scène commençaient à l'approcher pour aller vers un filmage et des sujets avec une modernité plus dans le vent, dans le temps, un cinéma non plus d'ancienne garde, mais de nouvelle garde, c'est dommage, parce que je pense qu'il aurait pu faire une carrière un petit peu nouvelle, avec des metteurs en scène au sang frais qui peut-être l'auraient projeté comme ça dans des univers desquels il n'avait pas l'habitude, avec une simplicité, avec une flamboyance, mais aussi faire partie d'une mise en scène. Parce que c'est vrai que peu de films de mon grand-père, finalement, quand on regarde de près, ont bénéficié d'une vraie mise en scène. Il faut être simple, hein. Quand c'était des grands metteurs en scène, il se laissait diriger. Quand c'était des metteurs en scène un peu moins importants ou qui étaient des copains, c'est lui qui dirigeait le film, quoi. Et souvent, alors, à l'avantage de Fernandel, mais au détriment de l'œuvre, n'est-ce pas? Parce que, par conséquent, c'était moins équilibré, le metteur en scène faisait moins ce qu'il voulait, et c'était plus un film de commande qu'un film, on va dire, total. Et là, vraiment, Henri Colpi, je vois à quel point il était très fort, parce qu'on sent que mon grand-père est dirigé et que parfois, les évocations de la Camargue, des rêves, de l'onirisme, encore une fois, sont tout aussi importants que ses séquences à lui. Voilà. Et que les gros plans ne sont pas systématiques, qu'il n'est pas forcément tout le temps mis en valeur. Il y a beaucoup de plans à deux avec ses partenaires, on le voit autant lui que les autres. Et ça, il faut saluer, je pense, aussi ce film-là pour ça. Et quel dommage, voilà, quel dommage qu'il n'ait pas continué, parce que je pense qu'il avait encore devant lui sans doute quelques 3, 4 ou 5 ans de carrière, parce qu'après d'arriver les Philippe Labro, les Claude Sauté, les Alain Corneau, Chabrol aussi peut-être aurait pu le mettre en 3e ou 4e rôle. C'est dommage, vous voyez. Mais bon, on ne va pas regretter ce qui remonte à 50 ans. Il nous reste ça, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est vrai que c'est un très beau film. Alors vraiment, moi-même, ça m'a réépaté encore une fois. Avant qu'on parle de sa naissance, etc., de Marseille, il y a des réactions sur le film. Alors c'est aussi un plaidoyer pour les animaux, bien sûr, et contre, et contre la corrida. Oui, oui. Je rappelle qu'il avait... Et bon, on se souvient tous de La vache et le prisonnier avec Marguerite. Bon, là, c'est un peu il se balade aussi avec cette vache, mais ce qu'on sait peut-être moins, ou ce qu'on ne savent pas, c'est que la vache était destinée à l'abattoir à la fin du film, alors qu'elle avait quand même bien travaillé dans le film, et que Fernandel a insisté pour qu'elle finisse sa vie dans un pré. Et absolument. Voilà, donc c'est un peu la même histoire. Il ne voulait pas sacrifier il ne voulait pas que la vache soit sacrifiée, quoi. À la fois, c'est bête, vous tournez avec un partenaire de cinéma, imaginez, puis à la fin, il va à l'abattoir. Remarquez, je vais vous dire, vu l'attitude de certains, ça ferait pas de mal de temps en temps, mais ça, c'est encore une autre histoire. Monsieur voulait intervenir? Oui. Ça marche. Ça marche. Oui, je voulais vous dire un peu ce que je vous ai dit hier, Vincent, la nostalgie, le souvenir. Et là, ce film, je le connaissais. Surtout la sortie du cimetière. Je l'ai échappé belle. Oui. Mais je veux dire, il rappelle tellement de choses, ce film. Tellement. Moi qui suis né à la Belle de Mai, le quartier de la Belle de Mai, je vous en ai parlé. J'ai retenu que vous étiez un vrai de la Belle. Oui, voilà. Et mais non, ce qui est important surtout, c'est que Fernandel, c'était quelqu'un qui, dans ses films, se donnait complètement, quand on connaît ses films. Je me souviens d'autres films, comme L'homme à la bouique, Le coiffeur de ces dames. J'ai vu tout ça avec ma mère au cinéma Le Chic et le Justice, parce que l'on nous menait avec une entrée, on rentrait 5. Hein. Voilà, ça c'est sûr, hein, on rentrait tous les 5. Mais j'ai surtout aussi le souvenir de votre grand-père, comme je vous ai dit hier de votre papa, pour une chanson. Je me souviens, et je l'ai écouté encore hier au soir,
une chanson de votre grand-père. Je ne sais pas pourquoi les gens riaient. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et cette chanson, à la fin, il termine en disant « Maintenant, je sais et j'en fais mon métier ». Eh bien voilà, je voulais vous le dire, vous le rappeler, bien que vous le savez. Merci monsieur. Effectivement, bah, vous faites le lien. Peut-être effectivement, bon, Fernandel, il est né à Marseille, mais il est né d'une famille quand même d'artistes, déjà. Oui, il est né dans une famille, alors, qui était une famille nombreuse, modeste, comme beaucoup de gens qui, à l'époque, alors c'était pas la première génération née en France, mais c'était des immigrés italiens, voilà, qui ont mis du temps à s'installer, à s'adapter, à s'intégrer, à gagner un petit peu d'argent. Ils étaient 4 à la maison, hein, avec ses 2 frères et sa sœur. Et il avait donc ses parents qui étaient Denis et sa mère. Je vais vous dire, écoutez, il parlait si peu de sa mère que même le nom de mon arrière-grand-mère m'échappe. Je ne sais même plus comment elle s'appelait, pour tout vous dire. J'ai pas retenu son prénom. Mais Denis, qui lui était comptable, se produisait le soir dans des cabarets, voilà. Et ils avaient un numéro qui s'appelait les numéros des Cinèdes. Hein. C'était Denis, l'anagramme de Denis, hein, à l'envers. Voilà. Et mon grand-père, lui, qui était un gosse du début du siècle, d'une famille pauvre, les enfants travaillaient. Hein. Moi, souvent, j'explique ça aux petits quand ils font des caprices ou qu'ils veulent pas manger ou qu'ils gaspillent. Je dis, tu sais, ça les traumatise. Je disais, à 100 ans, tu aurais travaillé. Alors, ils finissent l'assiette, ça marche. Il faut pas gaspiller la bouffe, c'est pas bien. Donc, ils allaient travailler, les petits, hein, à cette époque-là. Alors, mon grand-père, très jeune, il portait des sacs de sel sur les docks. Alors, sauf que ça le faisait rire, il les renversait dans l'eau et puis il jetait les sacs à la mer. Il travaillait à la banque comme groom, sauf qu'il se cachait dans le pass où on mettait le pognon. Et puis quand il arrivait à l'étage, les gens ouvraient, ils faisaient waouh, il terrifiait les types. Bon, il s'est fait virer de partout, voilà. Mais il avait des petits boulots parce que sa famille ne pouvait pas subvenir aux besoins de tous sinon. Et son père l'emmenait aussi le soir au cabaret, c'est-à-dire que c'est une époque où les enfants travaillaient, allaient au cabaret le soir, quoi, tu vois. Hein, il y a quand même eu un peu de progrès hein, depuis, hein, tout de même. Voilà, c'était une autre époque. Et mon grand-père, un soir, voit Paulin qui était un chansonnier. Alors, ce qu'on appelait les tourlourous aussi à l'époque, hein, c'est le comique militaire. Et puis, il tombe, mon grand-père, en admiration devant Paulin, qui chante des chansons militaires, grivoises, hein, comme on disait à l'époque. Et puis, mon grand-père dit, ben, je veux faire ça. Voilà, il a 7-8 ans. Alors son père lui dit, bah, écoute, si tu veux faire ça, tu vas monter sur scène avec moi et puis tu vas faire tes débuts. Donc mon grand-père a fait ses débuts sur scène à l'âge de 8 ans, 7-8 ans. C'était un enfant chanteur. Donc là, je vais vous dire, entre le travail, hein, le cabaret et le fait de faire travailler un enfant dans un cabaret la nuit, là aujourd'hui, tout le monde serait en prison, naturellement. Mais à l'époque, c'était différent. Et mon grand-père, finalement, a fait, et ça, il faut le dire, très peu d'études, hein. Alors, il est allé. Il a commencé à 12 ans à travailler. Il a commencé à 12 ans. Il n'est même pas allé jusqu'au certificat d'études. Hein. D'ailleurs, Sacha Guitry lui avait dit, mais vous savez, Fernand, moi non plus, je n'ai pas le certificat d'études et je suis un génie. Il était très modeste, hein, Sacha Guitry. Mais mon grand-père, quand même, avait, ça je le dis, pour ceux qui l'ont vu en interview, ou ceux qui ont pu, alors lire des lettres, c'est compliqué, à moins que il vous en ait envoyé. Mais moi, j'ai des lettres de mon grand-père, dont certaines qu'il écrivait à ma grand-mère, et que je garderai bien pour moi, que je rendrai jamais publiques, mais des lettres d'amour, parce qu'ils se sont connus à 8 ans avec ma grand-mère. Hein, ils se sont connus à 8 ans. Et quand il avait la vingtaine, il a envoyé à ma grand-mère des lettres d'amour. Hein, ça s'est perdu, ça c'est fini. Hein. Maintenant, on vous envoie des relances d'huissier toujours par courrier, mais les lettres d'amour, c'est terminé. Hein. Et dans ces lettres, donc ce jeune homme d'une vingtaine d'années, qui n'avait pas eu le certificat d'études, qui n'était quasiment pas allé à l'école, écrit un français, mais délicieux, magnifique, sans une faute d'orthographe, sans une faute de syntaxe, avec des tournures splendides pour cette femme qui, à 20 ans, il connaissait depuis l'âge de 8 ans, mais qui n'était pas encore sa femme, et avec qui il ne s'était rien passé. Et les lettres sont... Moi, j'ai découvert ça par hasard. Je ne pensais pas que ces lettres étaient encore dans la famille. J'ai découvert ça lorsque ma tante, Janine, hein, je vous dis tout, il y a 4 ans, est morte. C'était la sœur de mon père, hein, c'était la dernière des vivantes, des enfants de mon grand-père. Et elle avait, je vais tout vous dire, hein, elle avait un coffre à la banque. Elle avait un coffre à la banque. Alors vous savez, ouvrir un coffre à la banque,
Je vous dis légalement, j'entends, hein, pas avec le... Hein, c'est compliqué de faire ouvrir un coffre à la banque. Hein, il faut qu'il y ait 3 types en costume, le mec de la banque vous fait signer tout. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre à la banque? Parce que ça t'angoisse à un moment, tu sais, il y a tellement de gens qui sont là pour l'ouvrir, tu dis, j'espère qu'il n'y a pas une arme, tu vois. Et dans ce coffre, il y avait une enveloppe. Une. Et dans cette enveloppe, il y avait ces lettres. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors j'étais rassuré, parce que mon notaire m'a dit, j'espère qu'il n'y a pas des comptes en Suisse. Et j'ai dit, taisez-vous. Il m'a dit, parce que là, ce serait compliqué. J'ai dit, mais tais-toi, attends, ouvre-le. Il n'y avait pas, il y avait plus beau encore. Il y avait ces lettres, vous voyez. Et je dis ça parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, à quel point on pouvait être plongé dans la vie active très jeune, ne pas avoir d'enfance, ne pas avoir d'études, et pourtant être en contact avec cette forme de beauté et d'élévation. Et ça, je crois aussi, et pourquoi je raconte ça? Parce que c'est quelque chose, je crois, qu'a suivi mon grand-père toute sa vie. C'est-à-dire qu'à la fois, il avait un côté vraiment homme du peuple, aussi dans une forme de trivialité, de blague. Il y a des choses très drôles qu'il faisait à la maison, mais je ne peux pas vous les raconter. Ça se fait. Non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Mais il avait un humour qui rendait fou mes deux tantes, d'ailleurs, Janine et Josette, parce que tout de même, papa, tu ne peux pas faire des blagues comme ça, tu es Fernel, il disait, je m'en fous. Mon père, ça le faisait beaucoup rire, voilà. Mais c'était un type populaire. Et à la fois, il était traversé par une forme de poésie, quoi, par une forme de beauté, parce qu'il avait été en contact avec les deux. Et je crois que vraiment, ce qui a amené à mon grand-père aussi une forme de beauté et d'élévation, c'est le fait qu'il a aimé et adoré ma grand-mère très jeune, voilà, à 8 ans. Et puis, il ne l'a jamais quittée. Alors, c'est ce que je disais hier lorsqu'on dînait, mon cher Yves. Oui, d'ailleurs, je fais cette parenthèse qui n'a rien à voir, quoique, on parle de tradition. J'ai dîné hier soir avec un ami à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui est aussi un ami de Yves. Enfin, Yves, il connaît tout le monde, hein. Tu vas au tabac avec lui, tu vas à la boulangerie, et tout le monde me dit, ah, monsieur Davin, je me dis, c'est lui, hein, le prochain peut-être. Hein, on peut monter ça, hein, si j'ai 5 minutes, on se fait une affiche et tout. Hein. Les cousins avec tout le monde. Oui, ben voilà, en fait, il montre des arbres, mais voilà. plein de branches. En fait. Vous savez, c'est comme dans les films de mafieux, c'est le conciliaire, et vous savez, c'est l'éminence grise. Hein, c'est lui qui fait tout. Et donc, nous sommes allés dîner, grâce à Gilbert, à Yves, avec mon ami Gilbert Orsini, qui est l'un des derniers santonniers de Provence. Santon fabriqué en Provence, vraiment fabriqué, hein, pas fabriqué en Chine avec l'estampille, hein, le vrai de vrai, hein, il a l'atelier et tout. Et nous, à Allo, exactement. Pourquoi j'ai dit quoi? Ah, je ne l'ai pas dit, voilà, j'ai dit à Allo. Donc c'est à Allo, effectivement. Nous sommes allés dîner avec lui. Et alors la crèche est splendide. Il faut aller voir ça. C'est inauguré là, le samedi. Ah ouais. Ah oui, allez voir, parce qu'alors là, elle est monumentale, quoi. C'est Hollywood sur Allo, quoi, vous voyez. C'est formidable. Et je disais ça pourquoi? Parce qu'effectivement, oui. Donc on parlait de ça avec Gilbert Orsini hier soir, et ce que je disais, c'est que quand mon grand-père a commencé à devenir un peu vedette, et qui vivait d'ailleurs encore à Marseille, parce qu'après il a dû aller à Paris naturellement, ma grand-mère lui a dit, écoute, si tu commences à devenir célèbre, d'accord, mais pas trop s'il te plaît. Et la pauvre, en fait, il ne l'a pas écouté, il est devenu très célèbre. Voilà. Et je crois que c'est... Moi, j'ai aussi, c'est ce que j'ai dit hier, hein, je ne vous cache rien. Moi, j'aimerais aussi rendre hommage à ma grand-mère qui s'appelait Henriette, que moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup connue. Elle est morte quand j'avais 6 mois. Mais je sais, ça je le sais de la part de ma cousine, qui m'a dit, le jour où tu es né, Henriette, elle s'appelait Henriette, était gaga, parce qu'elle a dit, enfin, il y a un homme. Hein, voilà. C'était encore à l'époque où il fallait que le mal arrive, hein, voilà, avec un E à la fin, naturellement. Elle m'a dit, elle était gaga, elle te prenait sur les genoux, et il paraît qu'elle me disait, quand tu seras grand, c'est toi qui me feras traverser la grande allée, aux 1000 roses, la maison où on habitait. Et puis elle est morte. Mais cette femme dont on dit souvent qu'est-ce qu'elle a pu aimer cet homme, elle l'a suivi toute sa vie, moi je vais vous dire, je lui rends hommage aussi à ma grand-mère, parce que c'est une femme qui, pendant à peu près 30 ou 40 ans, a attendu 10 mois par an, parce qu'il était en déplacement, mon grand-père est en tournage, elle attendait 10 mois par an que son mari rentre. Même s'il lui donnait des nouvelles, même s'il l'aimait beaucoup, c'est une femme qui a attendu son mari. Voilà. Toute sa vie, et qui n'a jamais rien dit. Et je le dis parce que mon grand-père disait, tout ce que j'ai fait, je le dois à ma femme et à notre amour. C'est vrai. Moi, j'ajouterais, eu égard à la femme qui a été ma grand-mère, et que j'ai beaucoup de regrets de ne pas connaître, mais il paraît qu'elle et moi, on se ressemble un peu dans le caractère.
ce côté un peu dur. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, en grandissant, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'elle l'a aimé. Mais qu'est-ce qu'elle a été patiente, cette femme. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a... elle s'est sacrifiée, Henriette. Voilà. Pour que son mari fasse ce qu'il voulait. Donc voilà, j'en parle pas souvent de ma grand-mère. Il le disait d'ailleurs, parce que j'ai noté, je suis toujours heureux de rendre hommage à ma femme qui m'a épousé alors que j'étais débutant, petit employé encore, qui a toujours cru en moi, a toujours fait preuve de patience, donc il le disait, de compréhension et de discrétion. Sans elle, je ne serais pas là. J'avais besoin d'une vie équilibrée, je l'ai eue grâce à elle. Absolument. Absolument. Je voudrais dire un petit mot sur les lettres, parce que tu as parlé des lettres, de la correspondance, Oui. c'est un aspect intéressant. J'ai relu récemment, c'était avant que tu m'invites, l'édition de la correspondance de Marcel Pagnol, que Nicolas Pagnol a édité, je crois que ça s'appelle « Je t'écris le rôle de ta vie », je crois que c'est ça le texte. La correspondance avec Rému, avec Charpin, avec Scotto, et donc avec Fernandel. Et c'est génial ces lettres, parce que tous ces gens qui, à part pour toi, mais pour nous, sont des artistes, des gens qui nous font rêver, enfin, qui sont intouchables. Donc on connaît ces artistes qui nous font rire ou pleurer, etc. Ils apparaissent à travers à la fois leur humanité, ils écrivent des lettres. Et ce qui est fou, c'est ce mélange de côté très professionnel, parce que c'était des gestionnaires d'affaires. Il y avait des millions en jeu. Hein, vous connaissez les tensions entre Rému et Pagnol, entre Pagnol et Fernandel sur des contrats, et tu as mis le nom de l'un en tête, et moi je te demande de prendre tel acteur. Enfin, c'était un milieu... Comme aujourd'hui, je dirais, hein, ce sont des professionnels. Voilà, nous, ça nous amuse, on dirait, ils rigolent, mais en fait, ils bossaient, ils suaient, etc. Voilà. Et donc, ce côté gestionnaire d'affaires, business, contrat, je t'envoie mon avocat, etc., on se dit, waouh, hein, c'est pas l'image qu'on a de copains. Mais ils étaient aussi en même temps copains, parce qu'ils sont en même temps en disant, en gros, tu vas devoir me payer tel cachet, etc., je t'envoie l'avocat, mais arrête de boire du pastis. Alors moi, ce que je fais, dans tous les livres que je lis, je relève les mots marseillais, le pastis, le machin, etc. Ils n'arrêtent pas de parler de pastis, qu'ils ont bu trop de pastis, et que c'est le pastis qui ceci, cela, etc. Dans une lettre de Fernandel, il lui dit, ne fais pas les brigues ou quelque chose comme ça, donc ne fais pas la gueule. Et je trouve que c'est un moyen aussi d'approcher cette complexité de ces gens, parce qu'il y a les œuvres, donc, qui nous donnent une partie de ça, il y a les témoignages de personnes qui ont connu, mais aussi, et donc dans ces lettres manuscrites, il y a des facsimilés dans ce livre-là, on se dit, waouh, il s'est envoyé des trucs comme ça, il s'est envoyé des trucs à la gueule, ils s'épargnaient pas, ils se sont fâchés, réconciliés, refâchés, réconciliés, mais là, pour le coup, c'était eux qui s'écrivaient, c'est des hommes, et des femmes aussi, parce qu'il y a des correspondances avec des femmes, des hommes qui se parlent et qui se disent les choses en face, que ça leur plaise ou pas. Et voilà, je vous invite à regarder cette correspondance-là. Je crois que c'était mis en scène aussi. Ça a été mis en scène. Voilà, donc c'était important de parler de la correspondance aussi. Oui, et puis là où ce que tu dis est très juste, c'est qu'effectivement, ils avaient quand même cette force de séparer la sphère professionnelle et la sphère personnelle. Alors, à un moment donné, ça finissait par fusionner, parce que quand ils montaient un peu trop dans les tours, c'était fini le recul et le discernement. Mais c'est vrai que c'était des gens à prendre à faire, tous, hein, faut pas se mentir, hein, mais qui d'un autre côté avaient toujours le lien simple et normal. Après, je vais vous dire, ils étaient à prendre à faire, sauf que j'en parlais avec une amie à moi à midi qui est comédienne. J'ai eu le temps d'aller déjeuner avec quelqu'un dans ce programme fou, parce que logiquement, je vois que Dazin du matin au soir. Donc là, on s'est dit, on est un peu trop proche, il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on réfléchisse. Voilà, donc on s'est séparés ce matin et à midi, mais ils étaient peut-être effectivement à prendre à faire, sauf que quand ils arrivaient sur le plateau, ils arrivaient en avance, ils savaient parfaitement leur texte, ils n'embêtaient pas trop de gens, enfin s'ils embêtaient, c'était pour être sûr d'avoir le gros plan ou que le metteur en scène faisait bien son travail, et ils partaient à l'heure, le travail impeccablement fini. Voilà. Aujourd'hui, moi je peux vous le dire, et je ne citerai personne, parce que là, pour le coup, c'est du secret professionnel. Mais moi, j'assiste assez souvent à des tournages ou des enregistrements en studio, etc. De gens qu'on paye cher, beaucoup plus cher que moi. Et moi, beaucoup moins cher, je suis plus professionnel qu'eux, tu vois. Donc, c'est aussi une histoire d'éthique et de mentalité. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut voir, c'est que c'était une génération, puis aussi le matériel à l'époque. C'est une caméra, aujourd'hui, avec un téléphone, on la déplace comme on veut. Avant, déplacer une caméra, ils étaient 4, hein. C'était des trucs, donc quand on faisait un plan, on le réfléchissait, il ne s'agissait pas qu'on fasse 45 prises. C'était des ultra professionnels. Malgré effectivement le fait qu'ils improvisaient aussi beaucoup, qu'ils tournaient un peu quand ils voulaient parfois.
mais c'était des gens carrés, quoi. Donc ils pouvaient aussi se permettre d'être âpres en affaires, parce qu'on savait que quand on signait avec eux, il n'y avait pas de problème. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, quand vous signez avec quelqu'un, on est 4 à signer 45 exemplaires d'une même feuille pour être bien sûr que si Coco nous fait une crise de nerfs, il y a de quoi se retourner. Vous voyez, ils sont pas tous comme ça, mais trop. Voilà. Et pour le côté professionnel amateur aussi, pour revenir sur le film, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi ce film, et c'est vrai que c'est, enfin voilà, on a tous ri, on a tous eu la larme à l'œil au même moment parce que c'est grandiose. Et j'ai été étonné alors de voir le côté documentaire. Moi, je me rappelais pas. Et tu as bien fait de le dire parce qu'effectivement, on voit aussi ce travail ethnographique en fait qui est fait d'une période qui est en train de disparaître. On voit la modernité. Il y a le cheval, le maréchal Ferrand et la voiture en même temps. Donc c'est très intéressant ce glissement que Fernandel accompagne. Et voilà, quand on sait que c'est son dernier film, bah, du coup voilà, on se dit bah, lui aussi ça glisse d'un côté bah, une certaine époque, un âge d'or. Peut-être j'y reviendrai tout à l'heure. Cette idée de l'âge d'or, l'époque de souvent à Marseille, on entend à l'époque de Pagnol, Rému, Fernandel, comme s'il y avait une époque comme ça, comme s'il y avait le siècle de Louis XIV, etc. Mais c'est intéressant, ça nous dit des choses. Et il y a dans ce film-là, mais comme dans d'autres, un contraste fou entre les acteurs, les pros, et des gens qui jouent moyennement ou qui sont pas crédibles. Quand la jeune fille que je connais pas et qui a un rôle intéressant, qui dit je pense à Antonin, non, elle est avec son copain, elle regarde le truc, elle pense à Antonin d'un coup, c'est pas crédible, voilà. Mais c'est pas grave, je dirais, parce que il y a ce côté naturel, naturaliste donc tu as évoqué. Moi, je suis une quiche en cinéma, je vous le dis, mais quand tu parles, je vois ce cinéma italien là, il y a une forme de réalisme, de néo-réalisme aussi, et qui me fait penser à certains aspects, ce film là, aux 4 saisons d'Espigoule. Vous savez, ce film de Christian Philibert. Avec le Facomo cher. Voilà. Et on se dit, mais c'est pas possible. Ces gens, ils improvisent, ils sont pris sur le vif ou ils ont un rôle qu'ils ont appris. On voit la différence. Un Tizot, il joue tout le moindre geste, il maîtrise le moindre geste. C'est un sketch. Fernandel, quand il joue, c'est des scènes, c'est-à-dire que c'est carré. Mais il entraîne avec lui des gens dans le bar, enfin ces scènes du début qui nous ont fait rire, etc. Où on a l'impression au début, enfin les premières images, on dirait que c'est un documentaire et que les gens, on leur a dit, bah, tu dis ça à peu près. Et ça, je trouve très, très réussi, très intéressant. Et on a ça un petit peu dans les autres films hein, dans le Spoons, voilà, il y a des décalages comme ça entre certains acteurs. Et ça nous dit des choses aussi. Mais même Maurice Pialat, qui commence sa carrière à la fin des années 60, et ensuite dans les années 70, Pialat avait moi j'adore le cinéma de Maurice Pialat, il avait très souvent recours à des acteurs aussi ou très débutants ou amateurs qu'il dirigeait, alors paraît-il comme un énorme malade mental, mais cependant les films étaient très beaux, mais qui dirigeait beaucoup à l'improvisation pour avoir un aspect effectivement ultra réaliste, et voire tellement parfois réaliste que ça en sonnait faux. Prenez François Truffaut avec Jean-Pierre Léaud qui a toujours joué faux. Toujours. Mais il jouait faux très bien. Non mais c'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui jouent faux, mais ils jouent faux très faux. Voilà, bon. Mais où il y avait une espèce de distance, ou comme certains films de Pasolini, comme Porcherie, par exemple, avec Tognazzi, avec une espèce de métacinéma distancié. Enfin, il y a dans ces années-là une espèce de dissonance parfois entre les pros et les amateurs dans certains films. Et c'est en ce sens, pour un mec qui n'y connaît rien en cinéma, t'en parles très bien, ou dans Heureux qui comme Ulysse, c'est pour ça que je disais qu'il y avait cette parentèle européenne, voilà, et ce cinéma qui allait aussi progressivement aller vers l'improvisation. Alors c'est l'heure du goûter à la mairie, il faut y aller. Ah oui, bah écoutez, c'est l'heure du goûter quand même. Au revoir messieurs, au revoir, à bientôt. Ah ben Léo. Merci. Et voilà, oui, non, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Absolument, absolument. Alors restez vous, il n'y a que eux qui peuvent voir. Vous restez, hein. Jusqu'à 22h on a réservé. On va faire livrer la pizza vers 20h. Hein, voilà. Alors, je sais pas, est-ce que Fernandel avait l'accent du boulevard Chave? Alors, il y a une archive de Pagnol qu'on trouve sur l'INA. Alors, il y a plein de choses qu'on trouve, dont une interview dont m'a parlé mon ami Jacques Bonadier, qui est là, qui a interviewé Fernandel, peut-être, qui prendra la parole tout à l'heure. Jacques, qui est un grand connaisseur du musical, de la chanson marseillaise et du cinéma. Mais il y a une interview de Pagnol qu'on trouve sur les archives de l'INA, où il parle des différents accents de Marseille. Et il dit, vous savez, il y a un accent de la plaine qui n'est pas celui du Vieux-Port, qui n'est pas... Voilà. Alors, il se trouve que c'est en plein dans mon travail, puisque
Voilà. J'ai commencé un petit peu mes recherches il y a 20 ans maintenant sur les accents de Marseille, en partant de l'idée que j'en avais marre, qu'on disait « Ah, vous avez l'accent marseillais, l'accent marseillais ». Alors d'abord, les gens confondent l'accent toulousain, de Montpellier, de Nice, etc. Donc on sait que c'est pas du tout la même chose, que même Aix, bon, ils n'ont pas d'accent, donc c'est autre chose, que la Bédoule, c'est totalement différent. Je dis ça parce qu'il y a deux Bédoulins, là, voilà. Donc, non, blague à part, nous on sait qu'il y a des différences, et que l'accent de la rue Paradis, comme on dit, ou de Saint-Ginier, c'est pas tout à fait le même que celui... L'accent jambon. Voilà, l'accent jambon, voilà, alors on est bien là. Donc vous avez ça, vous avez l'accent des quartiers populaires, l'accent des quartiers nord, etc. Donc voilà. Et donc quand je vois cette archive-là, je me suis dit, est-ce que c'est possible de retrouver ça? Alors, c'est possible de retrouver ça partiellement, mais c'est plus la même réalité, c'est plus la même ville, c'est plus la même urbanité. Il y a encore des accents à Marseille, moi je travaille dessus depuis 20 ans. Ces accents ont évolué et c'est plus forcément des quartiers, mais c'est des milieux sociaux, sauf qu'on retrouve des milieux sociaux assez homogènes dans des quartiers. Donc la plaine, par exemple, ça s'est tellement mélangé, et ça a toujours été de toute façon, même à marché, etc., qu'on ne peut pas dire il y a un accent de la plaine. C'est tellement différent du matin au soir, tous les gens qui le traversent. Mais quand vous allez à l'Estac, ou quand vous allez dans certains quartiers, à la Rose, ou quand vous allez, que ce soit des jeunes, des vieux, etc., vous entendez encore cet accent marseillais, mais qui a évolué. Et moi, vous le savez aussi, si vous me suivez un petit peu, je dis toujours que je ne défends pas. Moi, je ne suis pas un défenseur parce que je sens que ce n'est pas attaqué. Je ne m'inquiète pas pour l'accent marseillais. Des gens me disent « Ah, vous faites des chroniques, etc. » Vous défendez ce parler qui se perd, cet accent qui se perd. Alors moi, je dis ça ne se perd pas, ça change. Le changement, il est normal. Et quand des gens me disent « Mais vous vous rendez compte, il n'y a plus l'accent de Fernandel, de Rémy de Pagnol », je dis ben « Heureusement, parce que c'est quand même il y a quelques années. Heureusement qu'on n'a plus l'accent, si vous voulez, de cette époque-là. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas, eux, l'accent des personnes il y a 20 et 30 ans. » Et c'est ce que Pagnol explique en expliquant ces variations. Et aujourd'hui, on peut trouver la même chose. Donc, est-ce que Fernandel avait l'accent du boulevard Chave? Je ne sais pas s'il avait l'accent du boulevard Chave. En tout cas, son accent, et évidemment tout le monde a en tête aussi l'accent de Zamacoïs, le fameux poème qu'il incarne de manière extraordinaire. Je ne sais pas combien de personnes, dès qu'on dit l'accent, ils disent « Ah oui !» et combien de personnes dans le monde, j'exagère, mais chez nous, connaissent l'accent par cœur, ce texte par cœur, et se font un plaisir de dire, je dis les premiers vers, et puis il y en a qui vont jusqu'au bout parfois, parce que ce texte-là est magnifique, il touche. Et Fernandel, il montre en tout cas qu'avec l'accent, on peut réussir. Ça, c'est un problème par contre que tous les artistes marseillais connaissent, et peut-être que c'est... Enfin, on va y revenir. Hein, mais moi, ce qui m'intéresse dans la trajectoire de Fernandel, c'est ce mélange de stars nationales et internationales, de vedettes qui a joué dans des œuvres qui dépassent le local, mais qui incarnent aussi en même temps le local. Et c'est une question qui se pose encore à nous aujourd'hui. Comment on peut être marseillais alors que on a des croisières, qu'on a Euroméditerranée, qu'on a du globish anglais un peu partout, que voilà, notre ville, elle est traversée par des courants mondiaux, des histoires, si vous voulez, qui entraînent cette ville au-delà de son ancrage. Et de notre côté, c'est bien aussi de ne pas rester qu'au local, parce que voilà, on ne va pas rester tanké comme des santons dans notre crèche locale. Donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse dans ça, c'est comment Fernandel, il a pu incarner à la fois le Marseillais au point d'être associé aux stéréotypes, puisque quand on dit l'accent de Fernandel, les films de Fernandel avec Pagnol, Rému, etc., on fait référence à certains clichés, et moi, j'ai aucun problème avec les stéréotypes, puisque nous en jouons, puisque ça fait partie de notre vie. Souvent, on dit « Oh, mais on ne va pas résumer Marseille à la pétanque, au pastis, à la sieste, etc. » Et je dis tout à fait, il est hors de question de limiter Marseille à ça. Sauf que moi, le dimanche, j'aime bien faire la sieste. Il y en a qui le savent, j'aime bien boire le pastis, moi c'est plutôt la mauresque, et j'aime bien jouer à la pétanque. Donc on ne va pas renier aussi ce que nous sommes, vous voyez. Et je trouve que Fernandel a réussi à trouver cet équilibre, c'est-à-dire que de par son talent, de par son travail, de par les rôles comme celui-là et comme d'autres, et comme voilà, il montre qu'on peut être d'ici et être tout à fait intelligent et compétent, etc. Mais on peut aussi être d'ici et s'amuser avec les trucs d'ici, dans ses interviews, dans les autres films qu'il a fait, il joue à fond le Marseillais, et c'est bien aussi. Donc voilà, je trouve qu'il y a un empan dans la carrière de Fernandel, dans les rôles et dans son positionnement qui est intéressant, parce qu'il ne renie pas d'où il est, qui il est, c'est un Marseillais, il reste Marseillais, jamais il essaie d'être un autre, mais il peut être aussi plus qu'un Marseillais. Oui, j'ai lu qui disait, il y en a à qui il faut chaque année leur cure à Vichy, moi, il me faut ma cure de Marseille. Pas moi qui dis. Je ne la connaissais pas celle-là. Et puis il disait, nous les Contandins, alors tu dois en faire partie, nous avons Marseille dans le sang, comme d'autres ont le diabète.
Je connaissais ni l'une ni l'autre. Tu vois, comme quoi je connais pas tout. Hein. Et puisqu'on parle de citation et de source et que j'ai parlé de pastis, j'ai toujours entendu, et je ne sais pas où est la Oui, source. je la connais, elle est vraie. Alors, mais c'est où qu'on la retrouve donc? Mais tu peux la dire. Je sais pas, moi, c'est mon père qui me l'avait dit. D'accord. Voilà. Mon grand-père disait le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez. 3, c'est trop. Et j'adore ça. Il veut dire qu'il en buvait. Bon. Donc 2. À part que là, il en a bu 13 ou 14. Oui, voilà, c'est Et ça. on savait qu'il ne buvait que du 51. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai remarqué dans le film, on ne voit que de la publicité. Je ne sais pas si c'était sponsor. Ben oui, c'est que de la publicité pour Les 51. petits budgets, il fallait placer Les des produits. petits verres, produits à les l'époque. petits verres, les carafes, etc., le livreur, etc. Et il buvait 2 pastis avant chaque repas. Oui, alors surtout, ce qui est très drôle, c'est que à l'époque, on lui faisait. Je ne sais pas si à l'époque c'était déjà Paul Ricard, mais c'était Pernod. Il y avait la marque Pernod. Hein. Je ne sais pas si c'était déjà Paul Ricard ou pas. Hein. Si, C'était déjà Paul Ricard. Voilà. Et en fait, on lui faisait livrer gratuitement chaque année. C'était des artistes, il y avait droit à des caisses entières de Pernod. La chance, c'est incroyable. Sauf que comme il ne buvait que du 51, il les mettait à la cave. Il ne les renvoyait pas, hein, donner ses données, reprendre ses volets, hein, mais il ne les buvait pas. Et en fait, il les servait parfois aux invités. Et en fait, lorsque mon grand-père est mort et qu'il n'y avait plus donc ses invités à lui, mon père, qui avait monté des productions à la maison à Marseille, qui recevait ses musiciens de tournée, etc., les stocks de 20 ou 30 ans, ils sont passés en 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, mon père, à chaque fois qu'il débouchait la bouteille de Pernod, il disait « c'est de la cuvée ancienne ». Alors qu'en vrai, le Pernod, c'est dégueulasse. C'est pas du bon alcool. Donc si ça vieillit, on voit pas la différence. Mais la cave était pleine de bouteilles de Pernod que mon grand-père ne touchait pas. De la même manière, enfin mais pour vous dire, à l'époque, ils étaient incroyables. En fait, ils étaient incroyables. Quelque part d'immodestie et de simplicité à la fois. C'était le paradoxe. Il avait fait un show avec Bob Hope, qui était un grand comique anglo-saxon. Voilà. Ils avaient fait un show aux États-Unis, puis ils avaient tourné un film ensemble qui est absolument catastrophique, qui s'appelait Vacances en France. Ça fait Paris tous les deux. Ils ont changé le titre 40 fois parce qu'il s'est ramassé. Enfin bref, une espèce de vague coproduction anglo-saxon-française. Bref, mais Bob Hope, qui à l'époque était, on va dire à peu près l'équivalent de Fernandel dans son pays, hein, pour le remercier d'être venu, alors qu'il avait déjà été payé et tout, il lui fait livrer une Chevrolet Bel Air. C'est-à-dire qu'un jour, mon grand-père a un coup de fil des docks de Marseille. « Bonjour monsieur, oui, vous avez une Chevrolet qui vous attend. » Moi, quand on m'appelle pour un colis, c'est 4 livres, tu vois. Bon, et je les ai payés, hein, on me les offre pas, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc mon grand-père, naturellement, dit très bien, il y va, comme si on lui livrait des voitures tous les jours, tu vois, il y va. Donc il signe le papier et tout, puis alors on lui livre la caisse, on ouvre la caisse de la bagnole dans le jardin, il monte, il ouvre la vitre et il dit « Ah, il n'y a pas les vitres électriques ?» Et il appelle Bob Hope. Si. Il dit « Bob, c'est très gentil. » Il dit « Mais vous auriez pas celle avec les vitres électriques ?» Et le mec lui dit, mais bien sûr, Fernand. Sauf que pour eux, à ces niveaux, mais nous, ça nous paraît délirant aujourd'hui. Mais à leur niveau de moyens et de célébrité, c'était comme si moi j'envoyais à Nicolas Pagnol une bouteille de vin et qui me disait oh, je préférerais du blanc. Bon, c'est pas grave, c'est 15 balles, tu vois, je te la reprends. Mais eux, ils discutaient sur des trucs qui valaient des millions. Mais c'est-à-dire que ce qui était fou, c'est que c'était complètement délirant et qu'à la fois, pour eux, c'était parfaitement normal. Parce qu'ils étaient entre... Mais ce qui est fou, c'est qu'on lui a changé la voiture. Mais on lui a changé la voiture. Mais surtout qu'il ne s'est pas plaint. Il a dit, oh, c'est dommage. Comme un petit qui dit, il n'y a pas la grande échelle, tu vois. Voilà, sauf que ce n'était pas un petit camion de pompier, quoi. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, c'est des choses qui n'existent plus. Et quelque part, heureusement, parce que... Et pour le pastis, voilà. Il a été invité un jour chez Paul Ricard. Oui. Et donc, il dit, qu'est-ce que vous buvez? Je bois un pastis, mais excusez-moi... Je ne bois que du 51. Oui, c'est ça. Je voudrais pas vous faire de la peine, mais je bois que du 51. Oui, c'est vrai. Alors Ricard dit, c'est pas moi qui vous ferai de la peine, c'est au serveur. Ah, si c'est le serveur, c'est pas grave. Oui. Et il a eu 151. Mais oui, mais il faut voir aussi une chose, c'est que c'était mais comme on parlait de Rému, un jour il
il allait pêcher, mon grand-père, très souvent à Carry-le-Rouet, hein, c'était un pêcheur quasiment professionnel. Et un jour, il dit à Rému, qui Rému avait très peur de la mer, il dit au Jules, viens, on va sur le bateau. Il fait, non, on va pas sur le bateau, Ferdinand, tu rigoles, on va mourir, tu vois. Il dit, mais non, Jules, on va sur le bateau 1 heure, et puis on rentre, fais-moi plaisir. Bon, il dit, on va tous mourir, mais bon, alors Rému, il monte sur le bateau, puis ils mettent le cap. Hein. Et mon grand-père a dit au pêcheur, il dit, quand on arrive un peu plus loin, il dit, en pleine mer, tu coupes le moteur, tu dis rien. Tu dis que c'est en panne. Et évidemment, Rému avait une peur bleue, hein, de la mer. Ils arrivent déjà assez loin de la côte, ils coupent le moteur. Et mon grand-père dit au pêcheur, qu'est-ce qui se passe? Le pêcheur qui est dans le coup dit, monsieur Fernand, il y a un problème, on va voir. Le pêcheur dit, c'est en panne. Et là, Rému, magnifique, dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à la voile comme les pirates. 2 heures. Il l'a planté 2 heures. Exprès. Et en rentrant, il lui a dit, ils se sont engueulés, c'est complètement fou, si j'aurais pu canner, c'était des fous. Non mais, c'est pas méchant, mais c'était des gamins, c'était des fous furieux. Je dis, ça n'existe plus, ça. Ils se montaient des coups les uns avec les autres. Ça, je peux le dire, parce que c'était à l'Alcazar. Comme de temps en temps, mon grand-père, il chantait. Bon, non, c'est trop. Non, je ne peux pas. Non, c'est trop tard, trop tard. Allez, on a Alcazar en plus. Ça sortira pas d'ici, on compte sur vous? C'est trop vulgaire. Ouais. Non, c'est trop vulgaire. Mais non, vas-y. Bon, j'ai déjà dit Pachol et alors, Comuni ici, dans l'habitude. En fait, ils avaient un grand truc. Mon grand-père et ses quelques amis, parce que mon grand-père aussi, il a fait de la figuration ou des petits. Il jouait le hallebardier, etc. Ils avaient un grand truc. C'est que ça n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont vu que c'était dangereux. Ils se gonflaient entre figurants, les uns les autres. Ils se gonflaient avec une pompe à vélo. Et le concours, c'était d'aller sur scène, le premier qui pourrait plus se retenir et qui perdait le pari. Ils ont arrêté très vite parce qu'il y a un mec qui a failli mourir un jour. Mais ils ne se sont pas dit à un seul instant, c'est dangereux quand même. Tu vois? Comme ils ne se sont pas dit, la Chevrolet, les vitres, c'est déjà pas mal d'avoir une voiture gratuite, les vitres manuelles, c'est pas grave. Comme il ne s'est pas dit, Rému peut faire une crise cardiaque. Ça, vous voyez, c'était ça. Et à la fois, je vous dis ça, mon grand-père, quand il entendait la Marseillaise à la radio, il se levait la main sur le cœur et il pleurait. Et si à table, les gens ne faisaient pas pareil, ça volait parce qu'ils attendaient. Nous, on est arrivés en France et on a été accueillis. Sauf que ça faisait déjà 2 siècles et demi. Mais pour lui, il disait, la France nous a accueillis comme si c'était avant-hier, quoi, vous voyez. C'est ça qui est fou. Ces types-là étaient, entre guillemets, des sketchs vivants. Voilà. Mais c'était dans une forme de pureté absolue à la fois. Le sketch suivant, c'est ce qu'on a dit l'autre jour, c'est quand il tournait avec Pagnol et qu'il commençait à 8 heures. Hein, donc il commençait par la pétanque, parce que le tournage, ça devait commencer par la pétanque. Donc on tournait de 8h à 11h. Donc, enfin, on faisait une pétanque de 8h à 11h. À 11h, c'était l'heure du pastis. Donc on prenait les 2 pastis, on prenait le temps de discuter. À midi, mais on ne va pas tourner à midi, c'est le moment de manger. On mangeait, et on ne pourra pas aller dans la nourriture de manger de Pagnol. Hein, on mange, quand on mangeait, c'était la daube ou les pieds pacs, etc. Donc après, on a le ventre plein, il fallait qu'on fasse la sieste, parce qu'on ne pouvait pas tourner avec le ventre plein. Et quand on se réveillait la sieste à 4h, on commençait à tourner. Donc Pagnol s'adaptait à ça. Et adapter les tournages. Il faut dire aussi que Pagnol, comme il était producteur, auteur, distributeur, réalisateur, en fait, il avait ses studios, il avait la liberté qu'a créé Pagnol. Alors après, il y a eu Léo Johannon aussi qui a eu ça, mais on a moins parlé ensuite de Léo Johannon parce que pendant la guerre, il a collaboré. Il y a eu aussi Jean-Pierre Melville qui avait eu des studios, mais ils ont brûlé, donc il les a perdus. Le seul, je pense, à ma connaissance, moi j'avais fait un peu de recherche à un moment donné, qui a eu l'indépendance qu'a eu Pagnol, ce serait Luc Besson, plus tard. Et encore, quoique Besson avait moins d'indépendance, parce que Pagnol avait même des circuits de distribution et des salles de cinéma. Donc en fait, il avait le procès. Alors je ne sais pas si ces cinémas de son vivant s'appelaient déjà le Pagnol, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait tout le circuit de A à Z. Besson aussi, mais le cinéma était déjà devenu c'était déjà une industrie à l'époque de Pagnol, mais là ça avait explosé naturellement dans les années 80-90 en termes d'industrie, de finance, etc. Pagnol, je n'ai pas d'équivalent, je crois, d'indépendance aussi totale. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Hein, le micro. Pour l'accent, allez-y. Attendez, le micro arrive. Attendez, Sur l'accent, par exemple, je peux donner une anecdote. Moi, quand j'avais 13 ans, j'avais par alliance une famille à la Croix d'Auga à Paris, enfin, dans la région parisienne. La Croix d'Auga, ils avaient un restaurant.
Et je montais avec ma soeur, mon beau-frère, on montait en vacances quelque temps. Et la tante me disait, tu sais, on va te nourrir, tu vas manger, mais tu vas nous aider à servir à table. Mais ils avaient une idée derrière la tête. Et moi, ma foi, à la table, mais je devenais tout rouge. J'apportais les plats. Mais les clients qui étaient prévenus que je venais de Marseille, jeune homme, ils me rappelaient, ils me posaient des questions. Et je devenais tout rouge. Alors qu'aujourd'hui, on peut monter à Paris, à Lyon, à Bordeaux, ou je ne sais pas où. L'accent, moi, j'en ai pas, hein, mais l'accent... Ah, mais il a raison. Ah, mais il a raison, il n'en a pas. Ben non, je l'ai perdu, l'accent. Ben oui. Enfin, je crois. Oui, voilà, oui. c'était pour vous raconter ça pour l'accent. Et tu as raison, hein, ce que tu disais. Mais pour en revenir à votre grand-père, ceci dit, les films comiques, aujourd'hui, on a une preuve qui pouvait être sentimentale. Ouais. Et ça ne s'invente pas. Parce que chez un acteur, ce n'est pas obligé. C'est difficile de faire rire, mais quand on sait faire rire, ce n'est pas évident de savoir tirer les larmes. Et j'ai vu pendant le film que madame a sorti son Kleenex. Excusez-moi Ben de voilà, le dire. Vous voulez pas bien de dénoncer, monsieur. Voilà. La dame qui est là, regardez. Mais Là. c'est ça. Mais c'est très important, et c'est vrai parce que, toujours pareil, je reviens, moi j'aime tout ce qui est ancien, et sûrement dans cette salle c'est pareil. On est un peu nostalgique, on est de notre génération aujourd'hui, mais on est nostalgique, voilà. Et moi je veux dire par là que c'est tellement beau ça. Et il faut que ça dure. Mais il faut le faire passer aux jeunes d'aujourd'hui. C'est très important. Mais c'était aussi compte à sur vous de le toi, faire. Hein. C'est votre rôle de... Et le comité du Vieux-Marseille, il sert à ça, hein, à transmettre. Voilà. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur l'accent et donc raccrocher ça à Fernandel le Marseillais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'image, l'identité de cette ville, mais pas l'identité au sens identitaire, on s'en fout. Moi, je suis, comme je dis toujours, moi, je suis français, je ne suis pas fier d'être français ni marseillais, je suis chanceux. Je suis super chanceux d'être né en France, dans un pays qui... Alors ça, je trouve que c'est très bien dit, Médéric. Ben voilà, c'est-à-dire je suis pas... Ouais. Parce que j'aurais pu naître ailleurs et j'aurais souffert et j'aurais... Voilà, donc j'ai eu de la chance et j'ai eu du bol. Et j'ai en plus encore plus de chance, je suis né à Marseille. Donc je suis chanceux parce que j'aurais pu être chanceux d'être né en France, mais malchanceux d'être né à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à Tours, voilà. Donc j'ai une vraie double chance là pour le coup. Voilà. Non, voilà. Donc l'identité ne m'intéresse pas au sens où j'aime pas tout ce qui est communautaire, etc. On s'en fout qu'on est tous des êtres humains, on va tous voilà. Et il y a des passages là qui disent qu'on est tous pareils. Au début, on est tous pareils, on est tous faits de la même, voilà. La même matière, on est la même âme. Matière, on mange la même chose, on est la même âme. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est un vrai humanisme cette parole-là. Et encore une fois, dont on a vraiment besoin aujourd'hui parce que de tous les côtés. Bon, bref. Donc, cette question de l'identité, elle m'intéresse non pas dans le drapeau. J'aime pas les drapeaux, j'en s'en fous, à part ceux de l'OM, bien sûr, mais dans le sens où quand même on est de quelque part, on est quelque part et on est de quelque part, et dans ce quelque part il y a ce qu'on appelle la culture. C'est-à-dire que la gastronomie qui est la nôtre n'est pas la même que celle de Tourcoing, où on ne peut même pas manger là-bas, ils ne mangent pas, c'est pas possible. Ils n'en ont pas de toute façon. Ils n'en ont pas. Non. Voilà. Donc l'architecture, la musique, etc. Donc on fabrique, l'être humain fabrique à des productions artistiques, intellectuelles, etc. qui sont propres à son groupe, qui se transmettent, qui circulent, qui voilà. Donc nous on a les santons, mais les santons, il y a les santibelles, et puis les santons ils évoluent, puis il y a le santon Raoult d'un coup. Donc la tradition évolue, vous voyez, on aime, on n'aime pas, mais tout ceci circule, c'est pas figé. Bon, et dans ces questions d'identité, il y a la question de l'image, du stéréotype, encore une fois, qui me travaille. Et Marseille, vous le savez, depuis toujours, a une mauvaise réputation. Il y a Brassens qui chantait là, il aurait pu dire Marseille, mauvaise réputation. Bon. Donc cette réputation, il y a Olivier Bourrat qui en a fait un livre, hein, un historien qui a fait un livre sur Marseille ou la mauvaise réputation. Depuis que on a accusé Pythéas d'être un menteur, d'avoir galégé sur ses voyages, Marseille est considérée comme une ville pas fiable, pas crédible. Et l'accent, on le sait, nous joue ce tour-là. C'est-à-dire que, et vous avez raison, quand vous dites l'accent, je ne l'ai pas pour nous, enfin la plupart des gens qui sont ici, on n'a pas d'accent, on parle normalement, on ne s'arrête pas toutes les 2 secondes, on dit, oh, tu as dit le pain, putain, tu as dit fada. C'est normal, vous voyez ce que je veux dire, de parler comme ça, on ne va pas sans arrêt se dire. Et donc, c'est quand on va à l'extérieur qu'on nous dit, oh, tu dis ça pègue, tu dis le pain, on dit la rose, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo quand je dis la rose et le jaune, je veux dire, je vais pas dire la rose et le jaune, parce que je parle normalement comme ça. Donc notre normalité, elle est exotique ailleurs.
Et ça, on le sait quand on sort. Bon, donc quand on a un accent et quand on joue avec un accent, quand on assume de jouer avec son accent et quand c'est aussi quelque chose qui nous sert, parce qu'il y a eu un genre marseillais avec Pagnol, les chanteurs. Enfin, d'abord, c'était la revue qui est devenue l'opérette, et puis voilà. Donc il y a des gens qui en ont profité en jouant sur ça. Et donc, quand il y a ce stéréotype, vous avez maintenant, mais ça remonte à plusieurs siècles, des gens qui disent ah ben, puisque ces gens parlent comme ça, ils sont ceux-ci. Donc on va dire ben, le stéréotype des Suisses qui parlent doucement, ils sont bêtes, ils sont mous, ils sont pas intelligents. Hein, ils parlent comme ça, les Suisses sont mous. Ben, pas du tout, les Suisses ils ont plein d'argent, vous inquiétez pas, ils sont pas bêtes. Hein, voilà. Bon, Ça n'a aucun rapport avec la mollesse. Non, voilà. Être milliardaire et être mou. Exactement. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Personne t'écoute, on t'écoute, personne ne te contredit. C'est incroyable. Et donc, on devrait faire de la politique, hein, t'arrives à leur faire avaler n'importe quoi. Non, non, surtout pas. Dieu garde. Et donc, quand on a l'accent marseillais, souvent on dit vous n'êtes pas sérieux. Donc, on sait très bien qu'il y a, comment dire, qu'on peut être tout à fait compétent. Et quand les gens disent depuis Paris, à Marseille, j'entends votre voix, ça m'évoque le soleil. Alors il fait beau Marseille, les vacances, la pétanque. Et là, vous dites putain, mais tu vois pas qu'il pleut, j'en peux plus, je me suis baigné la bagnole, tu me fais caguer, j'ai pas envie de bosser. C'est pas toujours rigolo Marseille, on le sait. Et on s'éclate pas toujours, quoi. C'est une ville dure, etc. Bref. Donc, le problème, c'est que à la fois, cet accent, c'est notre signature à l'extérieur, et on en joue à mort dès qu'on est à l'extérieur, on dit moi je suis de Marseille. Moi, vous savez, quand je vais en vacances en Bretagne, j'adore cette région-là, je vais avec mon fils, on fait toujours le tournoi de pétanque, parce qu'il joue beaucoup à la pétanque là-bas. Donc, il y a le jeudi, le tournoi de pétanque, on s'inscrit. Il y a 3 tours pour essayer de passer les... Premier tour, on arrive quand ça dit bonjour, on est de Marseille, on rajoute un petit peu l'accent, ouais, de Marseille, mon fils s'appelle Marius, s'appelle vraiment Marius. Donc voilà, on est de Marseille, tout ça, bah, voilà, tac, tac, tac. Tac, on se prend 13-1. Deuxième partie, bonjour, vous venez d'où? De Marseille. Et troisième partie, on se tait, on perd, voilà, parce qu'on n'est pas bon à la pétanque, tout simplement. Mais donc, on joue de cette image qui nous permet de parler avec les gens, et c'est très sympathique, c'est ça qui compte, c'est pas la victoire, c'est le lien. Et donc, cette image de Marseille, cette histoire de l'accent, à la fois, elle nous joue des tours, et à la fois, on aurait tort de se taire, de fermer notre bouche, de parler pointu. Et pour moi, ce que je reproche aux gens qui disent les films de Pagnol, les Pagnolades, Fernandel, c'est trop, c'est exagéré, etc. Pour moi, c'est pas un problème de ces gens-là, c'est pas un problème de Pagnol, c'est pas un problème de Fernandel, c'est le problème de la réception. C'est que des gens sont assez couillons pour croire que parce qu'on a un accent, on est couillon. C'est des gens qui sont assez couillons pour croire que parce que Fernandel joue des rôles de couillon, parce que ça lui plaisait de faire le comique, et le Spoons montre de manière philosophique cette histoire-là, qu'on est couillon. Mais non, c'est un travail de jouer le comique, c'est un travail de faire rire, c'est un travail de... Et c'est pas parce qu'on fait rire qu'on ne pleure pas. Le Spoons, moi, me bouleverse à chaque fois. Je regarde ce film, je rigole d'un coup, je dis putain, mais c'est grave en fait ce qui se passe. Ce qui se passe quand il se retrouve tout seul et que d'un coup il dit non, c'est pas vrai, je vous ai fait une blague. C'est terrible ce drame que vit. Et voilà, donc je pense qu'il y a un gros problème de réception, et notamment française, parce que le public français est conditionné par un centralisme et qu'on n'aurait qu'une seule façon de parler, et c'est ce qui coûte des carrières à des comédiens d'ici qui pourraient avoir des carrières nationales, mais qui n'ont de carrière nationale que des seconds rôles, où on dit, ben voilà, tu vas faire le Marseillais, etc. Et localement, il y a des acteurs immenses, on le sait, alors qui jouent notamment pour les randonniers de Pagnol, etc. Je pense à Fred Achard et d'autres, il y en a qui jouent ces rôles-là, mais quel gâchis et quelle couillonnade de la part du public et de la part d'une critique qui croit. Et c'est ça le principe de la galéjade, vous savez, après j'arrête, je parle beaucoup moi aussi. Non mais c'est passionnant, Médéric. La galéjade, souvent on dit mais les Provençaux, les Mérignons, ils sont galéjeurs, donc ils racontent des blagues, donc j'ai pêché un poisson comme ça, etc. Mais en fait la galéjade, et il y a beaucoup d'auteurs qui en ont bien parlé, la galéjade c'est une histoire exagérée, inventée, on raconte des cunades, on exagère, mais personne n'y croit. On n'y croit pas, qu'on dit oh putain j'ai pêché un poisson comme ça, moi il est plus gros que le tien, etc. On se raconte des blagues pour le plaisir de parler. Vous savez, c'est comme moi, puis je crois que c'est dans Fanny, quand on lui dit mais pourquoi tu mens, etc. Il dit comme ça pour parler. Donc on aime bien parler. Donc on parle, mais on s'en fout, on invente des conneries, on fait des blagues, ça nous plaît de parler. Et donc la galéjade, c'est une histoire grossière, exagérée, que personne ne croit, sauf celui qui a ses couillons pour la croire. Et en général, c'est le Parisien qui dit « Oh, mais vraiment, mais non, couillon, c'est une galéjade ». Et donc, pour moi, c'est ça l'ambiguïté aussi de ce cinéma-là, qui... Il y a des films qui font l'unanimité, mais pour certains, quand des gens disent « Ah, c'est rigolo la trilogie », mais c'est un putain de drame, tu te rends pas compte de ce qui se passe, c'est une tragédie. Voilà. Donc, pour parler de l'accent, cet accent, il nous porte à la fois cette ambiguïté et à la fois, on est d'ici. Je me tais. Il y a une personne qui voulait dire. Bravo, oui. C'est mon cousin, il n'y a rien là-haut.
Ils ne se connaissaient pas, il y a 5 minutes. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous parler de... Bon, on est à Marseille, bien sûr, mais je voulais vous parler de Carril-Rouet. Ah. Alors, Carril-Rouet, où doit revenir la barque de votre grand-père, qui est en Oui. train d'être restaurée. Oui, oui. Et ben, là, j'avais une photo que je voulais vous montrer. C'est mon mari, il avait 9 ans, avec votre grand-père. Alors là, madame, déjà que je mets les lunettes pour voir votre visage. Attends, je viens. Je me soulève un petit peu. Faites vos affaires. Nous, on va. Alors, Yves, ça va? Et le comité, alors des activités prochainement Allez, quand il se déplace. Hein, putain, il se déplace même dans la salle. Quoi. Donc, votre grand-père, Faites, mon faites. mari, il avait 9 ans. Voilà. Est-ce que des caisses Et de mon pastis vont nous être grand- livrées, tu crois, là? Non, mari, il Je a ne sais bien pas, connu. c'est prévu. 51. Parce oui. parce qu'il était à Carril-Rouet, d'ailleurs. Il n'y a pas d'orgeat. Voilà. Il a C'est connu Minegui. votre papa. Oui, la partie de Pardon. Il a de connu pêche, votre c'était papa. important pour Fernandel, Ouais. c'est sûr. Ça faisait partie de ses traditions. Oui, ça va. Ça y est, il est de retour. Ah, il y a une question au fond, je crois. Peut-être Jacques n'a pas rien à dire sur Fernandel. Non, pas sur Fernandel, mais sur l'accent, parce que moi non plus, je n'ai pas l'accent. Ah. Et j'avais des collègues à l'université de Provence qui, quand ils rentraient en cours, ils prenaient l'accent pointu. Alors que tout le monde les connaissait, tout le monde savait qu'ils étaient provençaux, qu'ils avaient l'accent pointu. Et moi qui ai un nom provençal, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas l'accent pointu et je suis marseillais, quoi. Je suis immigré de la 2e génération. Je m'appelle Koulimondzakis, mais j'ai l'accent marseillais. Je l'ai gardé 15 ans en Afrique et je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'avais un copain avec un nom provençal. Quand il rentrait en cours, il disait bonjour, bonjour. Voilà. Et tout le monde rigolait. Voilà, c'est tout. Oui. Moi, quand j'ai préparé l'entrée à Normal Sup, on m'a conseillé quand même de gommer un peu l'accent. Et j'ai un collègue qui l'avait raté l'année d'avant et qui m'avait dit à l'oral, j'ai parlé de Marcel Pagnol. Parce que lui, c'est normal, il était marseillais. Et un des examinateurs, puisqu'ils sont plusieurs, il a dit, mais monsieur, Marcel Pagnol, ce n'est pas de la littérature. Voilà comment on considérait Marcel Pagnol pour entrer à Normal Sup il y a 40 ans. J'espère qu'ils ont évolué depuis. Monsieur. Bonsoir. J'aurais voulu savoir qu'est devenue la villa de Fernandel à Carril-Rouet. Alors la villa à Carril-Rouet a été vendue par ma grand-mère du temps où, une fois que mon grand-père est mort, quelques années plus tard, 47, ma grand-mère identifiait beaucoup cette maison aux vacances avec son mari et ça lui faisait trop de peine. Voilà, donc cette ville-là, ma grand-mère a décidé de s'en séparer, tout simplement. Et je crois qu'elle s'est séparée d'abord du bateau, me semble-t-il, parce qu'elle ne supportait pas d'entendre le bruit du bateau passer sous le... Dans un premier temps, le bateau de mon grand-père, elle l'avait donné à son pêcheur qui s'appelait Joseph Reynaud. Voilà, Zé, c'était son surnom. Elle lui avait donné le bateau. Sauf que quand elle entendait le bateau, elle entendait le moteur, ça lui faisait de la peine. Donc ensuite, le bateau, elle a dit à Reynaud, elle a dit, écoutez, je suis désolé, mais ce bateau, il ne faut plus vous en servir parce que moi, je l'entends. Et puis après, la maison a été vendue, voilà, de par la volonté de ma grand-mère, tout simplement. Oui, alors j'ai eu le maire de Carry au téléphone il y a quelque temps, M. Carpentier, qui est très gentil, qui m'a appelé pour me dire, on a repêché la barque. Je lui ai dit déjà bravo. Parce qu'il a fallu se mettre à plusieurs, j'imagine. Quoi, c'était le Pitalugue, non? Non, non, c'est sa barque de pêcheur, le Caméra, ça s'appelait le Caméra, voilà. Et il a été très aimable. Il m'a dit, il y a quelques mois, il m'a dit, bon, alors c'est formidable. Il m'a dit, je vous rappelle, comme ça vous venez. Eh, j'attends toujours. Oui. Et là, ils sont en train de le faire, C'est- refaire. oui, c'est c'est ce Robert qu'on- Barnacan, le responsable du cinéma de Carril-Rouet qui s'en occupe. Oui, de l'espace Fernandel. Voilà, Oui, c'est tout à ça, fait. de l'espace Non, Fernandel. mais après, je dis ça, c'est pour rigoler, parce qu'ils ont été très gentils, ils m'ont Oui, appelé. oui, oui. Mais Ils là, sont- j'espère que vous viendrez parce qu'il y a une exposition à Carril, à l'espace Fernandel, sur votre grand-père. Ah, mais Et tous les jours, maintenant, on est à la plage de Fernandel. Mais- On dit toujours la plage de Fernandel. Et tous les jours, on a des gens qui passent et qui nous demandent où est la maison de Fernandel. Tous les jours. Eh oui, Voilà. Et puis il y a une fresque qui a été faite récemment à tout à Carril-Rouet. fait. À Carry-le-Rouet. Puis il y a son buste aussi. Oui. 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 Comment Non, mais Marcel. là où le maire de Carry a eu beaucoup de classe, c'est qu'il m'a appelé pour la barque et pour me demander l'autorisation de la fresque. Voilà. D'accord. Il m'a dit, est-ce que vous nous... Alors, il a été même plus que correct. Il a dit, monsieur, pour reproduire la tête de votre grand-père sur la fresque, il m'a dit, c'est combien? J'ai dit, monsieur,
c'est rien du tout. Je vais pas vous faire payer à la municipalité un forfait pour avoir la tête de mon grand-père alors que vous m'appelez pour faire une belle fresque et le mettre à l'honneur. Vous voyez. Mais il a été très, très délicat, très sympathique. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce qu'en pensent les administrés. Moi, je ne peux parler que des rapports que j'ai avec les gens de manière directe. Il était très bien. Et quand je dis j'attends toujours l'invitation, c'est pas du tout méchant. C'est que moi, madame, je viens très volontiers à Carry-le-Rouet et quand on veut, en plus, j'ai un livre à dédicacer. Ça fera toujours un peu la joie des Cariens, je pense. J'espère que vous mais vous savez, madame, je vais en parler. Écoutez, madame, je vais vous dire, je vous fais une confidence, ça à vous, comme si tout le monde, personne n'écoutait, tu sais. N'écoute pas, nous, on se tourne. Je vais vous dire, vous parliez de tu parlais de centralisme. Vous savez, ce qui est quand même étonnant, tout de même, et je dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est que effectivement, il y a une forme de centralisme, et je dirais même aujourd'hui de boboisation de la pensée, et même une mondialisation, comme l'Europe, hein, il y a presque plus chaque pays sont un petit peu sous l'égide d'une espèce d'homogénéisation de pensée, n'est-ce pas, européano-mondialiste, on ne sait pas trop quoi. Donc les différences sont encore de plus en plus gommées. Et alors moi, je vois qu'il y a des jeunes générations là, qui sont en face de moi. J'espère que cette génération-là, moi j'ai quand même 40 ans, hein, je ne suis pas si vieux, mais que ça commence à passer la deuxième partie. Moi, j'espère que cette génération-là pourra vivre encore dans un monde où les spécificités de chacun seront aussi respectées. Mais vous savez, tu parles de centralisme. Le paradoxe, chère madame, c'est que moi, à chaque fois que je sors un projet, pour les livres-disques, pour les enfants ou autre chose, j'ai la chance que, quand même, les libraires ou les télévisions, les médias se montrent tout de suite assez friands des choses. C'est beaucoup de chance. Vous savez dans quelle région on a le plus de difficultés à venir? Dans le midi de la France. Ah, mais ça m'étonne pas. Là, je vais vous dire, je vais être très franc, madame, il n'y a pas le comité du Vieux-Marseille. Mais je ne viens pas. Eh oui. Mais je ne viens pas. Je comprends. C'est pas que je ne veux pas venir. Oui. C'est qu'à un moment donné, ça demande une organisation. La Ciotat m'a invité récemment, Martigues aussi, Carry, je ne dis rien contre eux. Ça fait 6 mois que je dois venir. Mais je vais demander vos coordonnées à M. Daven. Oh, mais ne demandez rien, madame. Oui. Son téléphone, c'est le 06. Ce que je veux dire, c'est que je suis en fait tout à fait habitué au fait que le midi de la France, vous savez où est-ce que... Je vais vous dire une chose. Vous savez où il s'est fait le lancement du Pagnol Fernandel? Il s'est fait à Château-Thierry dans l'Aisne. Le fief de Jean de La Fontaine, je connais très bien là-bas les gens parce que j'avais sorti La Fontaine il y a 4 ans et j'ai lié beaucoup d'amitié dans cette région formidable. C'est eux qui se sont montrés intéressés les premiers. S'il n'y avait pas M. Daven, je ne viendrais pas à Marseille. S'il n'y avait pas ma productrice, qui est aussi marseillaise, pour aussi signaler ma présence aux médias marseillais, qui ont été d'ailleurs tout à fait accueillants comme d'habitude, mais ils n'étaient même pas au courant, je veux dire, que ça était sorti. Alors ils ne sont pas censés l'être, mais c'est parce qu'il y a l'impulsion du vieux Marseille que les médias se disent tiens, ils sortent quelque chose, et que ma productrice qui est marseillaise dit ben, on va faire une belle tournée promotionnelle. Sinon, madame, je vais vous dire clairement, dans le midi de la France, on m'invite de temps en temps, mais globalement, on ne m'invite pas. Voilà. Mais je vais vous dire, moi, dans l'absolu, je m'en fiche, mais ce qui me fait peine, c'est que du coup, je ne rencontre pas beaucoup les méridionaux. Parce qu'une tournée de dédicaces, etc., ça demande une organisation. Alors je dis ça, hein ben, Je voulais juste rajouter quelque chose, si je peux. Après, non mais, les initiatives associatives et locales, qui sont, mais vous savez, même, c'est déjà énorme. Moi, je peux vous dire une chose, je rends hommage au comité du Vieux-Marseille, parce que l'organisation du séjour et des événements, c'est un sans faute. Pour l'instant, attends, c'est pas fini. C'est un sans faute. Naturellement, j'attends ce soir de la drogue, des prostituées, enfin, la fanfare. Tu sais que c'est filmé et que ça passe. Hein? Ah oui? Tout est filmé. Mais c'est très bien, moi, tu sais, je dis tout, hein. Moi, vous savez, je suis le Michel Sardou de la Peine-sur-Yvonne. Hein. Je dis tout ce que je pense, voilà. Mais tu sais, je vais te dire, si je le dis en public, filmé ou pas, c'est la même chose. Hein. Puis les gens me connaissent, tu sais. On dit Vincent Fernandel, ah, attention, le dernier soir, il va réclamer, tu vois. Je voulais Jacques, juste... oui, pardon. Excusez-moi. Oui. Je voulais juste rajouter que mon mari a connu votre grand-père. Mon mari était petit. Oui. Ça pite petit, des trucs comme ça, quand il était au bord de l'eau à Carry-le-Rouet, qu'il était en train de pêcher. Ça pite petit. Mais oui. plus tard, votre grand-père allait, j'allais dire, peut-être pas souvent, mais à l'escale chez Monsieur Béraud, le restaurant à Carry-le-Rouet. Oui, je vois très bien. Et c'est mon mari qui le servait en poisson. Pas possible. Et du coup, Monsieur Béraud disait, Fernandel, ce soir, vient avec Gabin, par exemple, donc il faut lui préparer ça pour... Voilà.
Et donc, je regrette que mon mari ne soit pas là, parce qu'il aurait pu vous raconter des tas Comme je vais venir rapidement à Carry-le-Rouet, Exactement. je vais pouvoir le voir. Je vais m'en occuper, je vous promets. Voilà. Jacques, il y a Jacques Bonadier qui voulait intervenir. Il y a sûrement plein de choses à dire sur Fernandel. Non, simplement Allez, Jacques. un souvenir de journaliste. Quand j'étais appelé à aller l'interviewer au Mille Roses, Oui. la maison des Trois-Lucs, c'était en octobre 1970. C'est pas d'hier, n'est-ce pas? Il était malade. Sa femme me dit qu'il ne peut pas me recevoir. Bon. Mais, ajoute-t-elle, il veut bien vous parler au téléphone. Alors que vous êtes déjà à la maison. Je suis dans la maison. Je suis dans la cuisine, plus précisément, où il y avait un téléphone mural. Non, c'est pas possible, il vous a parlé au téléphone dans la maison. Alors, on a parlé longtemps, hein, quand même. Parce que moi, je voulais avoir un papier substantiel à rapporter au journal. Donc, il me parle du film, dont il a dû interrompre le tournage. C'est Don Camillo et les... Oui, les contestataires. Et les contestataires. Je voulais vous piéger, mais j'arrive pas. Donc, il évoque sa maladie, une pleurésie. Assure-t-il. Il va s'en tirer, certainement. Il le croit de toutes ses forces. Raccrochera-t-il ensuite? Je lui pose la question. Non, pas du tout. Je prendrai un peu de recul, simplement. Mon confrère Jean-Paul Seligman, que beaucoup ont connu ici, qui a été journaliste au Méridional, à la télévision. Bien sûr, je vois qui c'est, mon père le connaissait très bien aussi, oui. Et donc, lui, il a obtenu un entretien très émouvant que vous pouvez retrouver sur Actualité Méditerranée, prenez des notes, le 6 octobre 70, ça dure 4 minutes 53, c'est tout à fait remarquable, une vidéo superbe, un entretien extrêmement émouvant, donc peu avant la mort de Fernandel. Voilà. Moi, malheureusement, j'ai failli le rencontrer. Je suis resté simplement dans la cuisine. Mais bon, c'était quand même une interview exclusive, d'une certaine façon. Et dans un endroit exclusif. Et dans un endroit pas banal. Voilà, c'est une petite anecdote, mais qui m'émeut encore si longtemps après. C'est très gentil, monsieur, merci. Merci. Vous voyez, je ne la connaissais pas, celle-là. J'apprends toujours plein de choses. Ouais. On le retrouve en ligne, vous tapez, parce que du coup, Jacques m'a appelé hier pour m'en parler. On tape dernière interview de Fernandel, on arrive directement sur l'archive, c'est sur l'INA et sur le YouTube aussi, on le trouve. Oui, il en parlait, oui. Il y a eu une interview. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Oui, qui est passé à la télévision. Oui. Monsieur. Oui. Bonsoir. Madame, je voulais juste savoir, est-ce que votre grand-père était ami avec Georges Brassens? Est-ce que vous n'avez pas parlé de Georges Brassens? Absolument. Alors, ils se connaissaient. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de relation amicale particulière. Je sais que mon grand-père écoutait assez peu de musique. Il n'était pas très bon ou très attiré par la musique. Il écoutait beaucoup de chanteurs français. Il adorait Brassens, il aimait beaucoup Brel, et il aimait bien aussi les fantaisistes marseillais, mais ça s'arrêtait à peu près là. Voilà. Mon père, lui, écoutait beaucoup de jazz, mon grand-père disait. Mon fils écoute de la musique où des gens jouent du tambour et soufflent dans les trompettes, il ne comprenait rien. Voilà. Mais non, Georges Brassens, malheureusement, si vous êtes fan de Georges Brassens, je ne peux pas vous donner de... Moi, je l'ai connu grâce à mon copain. Moi, je ne le connaissais pas avant. Ah, c'est vous qui initiez votre fiancé à Georges Brassens? Oui. Ça, c'est attendez, ça s'applaudit, ça c'est formidable. Ça, c'est... Ah, vous voyez, je suis content parce que le couple, excusez-moi, hein, le seul couple de jeunes que j'ai jeunes, hein, qui est là. Ils sont tous jeunes, le comité. Jeune génération, j'entends en face de moi. Encore plus jeunes. On a cherché aussi dans la salle et on n'a pas trouvé de personnes de notre génération. Mais ce n'est pas grave, vous êtes les bienvenus, on vous garde, n'est-ce pas? C'est très joli que vous fassiez découvrir votre fiancé Georges Brassens. C'est beau, ça. Et c'était aussi intéressant parce qu'en fait, la Camargue, c'est la région de Georges Brassens. Tout à fait.
Et T'es de 7, oui, mais c'est oui. pareil. Oh, calme-toi un peu. Il y a la mer, il y a les coquillages, il y a les flamants roses, c'est la même. Il y a les moustiques. On est plus très loin, oui. Mais ils ont eu, bon, à leur manière, moi je connais plus Brassens que Fernandel, mais c'est déjà pas mal. C'est aussi, ils viennent de familles artistiques, je pense, assez différentes quand même. Oui. Parce que Brassens, il a une verve déjà assez jeune, quasiment anarchiste dans sa Oui, famille. tout à fait. Et je trouve ça étonnant parce que en fait, Brassens, je ne le connaissais pas par le cinéma. Et il a fait un film, je crois, j'ai oublié comment il s'appelle. Enfin, il a joué dans un film. Mais oui. Mais il se retrouve là dans je ne sais pas quel âge il a, mais dans ce film où c'est un peu un rappel de la tradition, de ses origines. Oui, absolument. C'est ce dont on parlait aussi pour Fernandel. Donc, c'est un beau clin d'œil pour les deux, en fait, ce film. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Même si la star aujourd'hui, c'est pas lui. Mais... Oui, mais vous avez vu que la musique, la chanson de Brassens occupe une place extrêmement importante dans le film. Oui. La bande originale du film, plus que ça, la chanson originale du film, elle est magnifiquement à sa place. Donc Brassens a une espèce c'est comme si c'était une espèce de conteur de voix off qui revenait. Donc Brassens a une grande importance aussi dedans. Oui. Écoutez, bravo. Ils sont romantiques, ces jeunes. Hein. Ça, c'est les vieux cons qui disent ça. Ah, les jeunes, ils sont impayables. Non, mais Médéric parlait de la transmission du comité. On a quand même un projet qu'on est en train de monter. J'espère qu'il va aboutir. Il y a, alors si certains veulent nous rejoindre, c'est très volontiers. Il y a quand même une douzaine de bénévoles du comité de Marseille. On monte un projet avec la ville de Marseille pour passer dans les écoles primaires, CM1, CM2, et parler de l'histoire et du patrimoine de Marseille, pour leur faire découvrir l'histoire du patrimoine, adapté justement pour les jeunes. La mairie vous a répondu? Oui, tout à fait. Ah. On a un adjoint qui est dynamique et qui sera présent au Carré Écrivains. Au Carré Écrivains, vous pourrez retrouver Médéric Gasquet-Cyrus, bien sûr, comme chaque année. Donc voilà, donc on continue notre mission aussi de transmission. Là, c'est aux plus jeunes. Une question, madame? Une intervention? On va attendre le micro parce qu'au moins tout le monde entend. Oui, on m'entend? Oui. Bon, c'est peut-être une anecdote, mais enfin, donc j'ai eu la chance, entre guillemets, de connaître votre grand-père, mais plus votre père. Oui, parce que quand même, vous deviez avoir la sucette et le hocher quand vous avez vu mon grand-père. Comment? Vous aviez la sucette et le hocher quand vous avez vu mon grand-père, c'est pas possible. Ah oui, j'étais jeune, parce que donc, bon... je suis marseillaise, bon, pas possible, on s'en était mais pas exilée à Aix, on se connaît un peu. Oh là, pauvre de vous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous portez bien quand même. Attendez qu'elle sorte pour la lapider. Les fauteuils sont propres, après ils vont dépenser des fortunes en pressing. Attendez d'être dehors, hein. Voilà, allez-y madame. Mais disons que bon, Marseille c'est ma ville, hein. Bon, de toute façon. Et donc mon père était un commerçant, un artisan, tapissier en meubles, dans le quartier de Notre-Dame-du-Mont. Donc, dans ce quartier que votre grand-père et votre papa connaissaient, hein, puisque j'avais votre tante qui habitait, votre grande-tante. Oui, c'était Marguerite. Marguerite, oui. Margot, oui. Et donc, un jour, on présente à mon père un jeune homme qui voulait faire son apprentissage, origine arménienne, mais voulant s'intégrer. C'est son papa qui ne parlait pas bien français qui est venu le présenter. Et mon papa l'a pris. Et donc, il a fait son apprentissage. Et à un moment, il a dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, il a dit, mais moi, j'ai un ami de jeunesse qui habite à Notre-Dame-du-Mont, près d'où j'habite. Et c'est Franck Fernandel. Et son père a besoin des services d'un tapissier en meubles. Donc, mon père est allé travailler donc, pour lui, au Mille Roses. Et il a tapissé les meubles. Et oui, il travaillait, il faisait ce qu'on lui demandait. Mais il est resté dans la cuisine ou il a pu aller plus loin? Parce que Jacques, il s'est arrêté à la cuisine. Hein, il est allé plus loin, d'accord. Pendant que le journaliste était au téléphone, l'autre était en train de tapisser. Non, tu vois. Ce jour-là, en meuble. Et donc, il a travaillé pour lui. Et puis, bon, ben, on lui a dit, ben, à Carry, il y a une villa. Donc, il y a des choses à refaire aussi. Donc, je me suis retrouvée accompagnant mon papa là-bas. La maison était vide, donc, et il nous avait fait confiance. Hein, et mon père travaillait, moi j'allais me
baigner dans la petite plage particulière en bas. Je vois, oui, tout à fait. Et tout ça pour dire que moi, je ne l'ai jamais vu de très près. C'est-à-dire que les fois où mon père arrivait pour une livraison ou pour tout, bon, ben, on restait, nous, dans la voiture. Bon, mais par contre, ma maman aussi avait vu votre grand-père et vos tantes. Oui, mes tantes, oui. Janine et Josette. Aussi. Oui. Et je trouvais qu'il avait comment dire, il était simple. C'était quelqu'un... on me disait c'est Fernandel. J'ai dit pour moi il avait un abord très simple. Et un jour il a dit, je sais pas pourquoi, mon père avait fait un travail et puis il lui a dit écoutez, bon vous allez un peu vous reposer. Je crois qu'il avait au Mille Roses une pièce, un cinéma. Oui, il y avait une petite salle de projection. Ouais, oui. Une salle de projection. Et donc, il a invité à voir un film. Je ne sais plus lequel c'était. Pour qu'il se repose. Oui. C'est très rigolo. Oui. Et apparemment, il avait donc offert à boire et tout ça. Parce que, je ne sais pas, certaines personnes disaient qu'il avait peut-être un abord un peu froid. Et moi, j'ai ressenti qu'il était quand même... Oui, parce que vous l'avez connu hors contexte du cinéma, d'un déplacement professionnel aussi, etc. Oui, c'est normal, vous l'avez connu dans le... Et votre papa, quand on fait tapisser ses meubles, on est à la maison, quoi. C'est ça. Et votre papa était très simple aussi, hein, donc il venait voir son ami travailler. Bon, lui, il était étudiant à Aix. Des études de notaire. Il est pas resté... Non, il avait fait des études de notaire, mon père. Oui, notaire, mais il allait à Aix pour ça. Oui. Et il était simple, donc il arrivait avec sa belle voiture, parce que nous, dès que j'arrivais, je voyais, j'ai dit, bon, Franck, il est là, il est là, parce que tout le quartier était autour de la voiture, hein, parce que c'était... Donc on sait comment il écoulait le Pernod. Il proposait aux ouvriers qui travaillaient là, aux tapissiers, tiens, bon, le Pernod, au moins, voilà, ça m'écoule mon stock. Là, on relie les trucs maintenant. Il y avait un bar en face, donc pas de problème pour prendre l'apéritif. Voilà, hier, on a rencontré une dame dont le père ou le grand-père a fait le revêtement du tennis. C'est droit, oui. Et aujourd'hui, j'étais à l'espace culturel au Centre-Bourse. Un monsieur est passé. Il a dit, moi, mon grand-père a refait tous les plafonds parce qu'il y avait des gypseries, des angelots, etc. au plafond. Et Fernandel voulait des plafonds modernes. Donc, il a refait faire des plafonds modernes par ce monsieur. Et justement, tout ça, enfin, on t'a invité parce qu'il y a plein de factures impayées. Voilà, il est impayé. Et justement, voilà. Tu sais, je vais te dire, tu n'étais pas là mardi, mais il y a eu, c'était formidable. Il y avait 3 dames qui étaient là, et magnifique brochette de 3 dames, et qui me disaient, alors oui, on a bien connu votre père quand on était au Saint James, etc. Machin. Et bon, petit à petit, même si ces dames étaient très mignonnes et ont eu le tact de ne pas rentrer dans le détail, à un moment donné, j'ai fini par comprendre que les 3 avaient très bien connu mon père. Au Saint James, ensemble ou séparément, je ne sais pas. C'était les années 60, on se régalait. Et je me suis dit, bon, tant qu'il n'y a pas de pension alimentaire, hein, ou de frères ou de sœurs dont je ne connaîtrais pas l'existence, tout va bien. La salle entière a pu coucher avec mon père, je m'en fiche. Tant qu'on ne me réclame pas, tu vois. Voilà. Alors, puisque je sais qu'après il va y avoir la dédicace, donc moi après je me tairai, mais chacun raconte son anecdote. Moi j'en ai une et qui te concerne avant même, puisqu'on se rencontre pour la première fois là. Alors c'était alors je sais plus, c'était dans les années 2000 et quelques, j'ai fait une séance de dédicace à la librairie Arcadia Saint-Barnabé, à côté de monsieur Franck Fernandel. Donc moi j'étais jeune, j'avais fait je sais pas quel livre sur le Marseillais, etc. Donc voilà. Donc évidemment, moi il y avait quelques personnes qui me connaissaient la radio qui venaient, mais beaucoup de personnes venaient, comme ici, raconter les anecdotes sur voilà votre papa et vous et vos chansons, etc. Et c'était génial parce que voilà, c'était comme toujours quand on fait les dédicaces, c'est des moments de rencontre. Et une dame qui vient me voir comme ça et qui me dit vous avez grandi, etc. Mon Dieu, votre grand-père, le film, le cinéma, etc. Alors je lui dis non, je ne suis pas Vincent. Voilà. Et elle me dit mais si, mais vous étiez petit comme ça, je me rappelle, etc. Et cette dame, j'ai passé mon temps de lui dire mais je ne suis pas, parce qu'on était à côté et moi j'avais mon livre. Alors j'étais brun, voilà, on n'est pas physiquement très très différents peut-être à cette époque-là. Voilà. Et donc elle était persuadée. Elle me dit mais non, vous vous rappelez pas, mais moi je sais qui vous êtes. Voilà. Donc je suis passé pour toi, tu vois, à côté de ton papa. Voilà, au début des années 2000, je crois. C'est très rigolo ça. Voilà. C'est très rigolo. Alors surtout que je pas quoi. À la fois, ça n'a pas servi à ta carrière particulièrement de te faire passer pour moi, voilà. Mais du coup, c'est un plaisir. Mais ça, ce qu'on entend dans les dédicaces, il y aurait un bouquin à faire. Non.
Non. Ce qui est difficile, c'est de mourir dans les tranchées à 17 ans, je pense. Quoique après, on est mort, donc c'est plus difficile, hein, finalement. Oui. Non, pardon, madame. Blague à part. Non, non. Vous savez, ça dépend beaucoup, pour vous répondre sérieusement, de l'éducation. Voilà. Moi, je le dis très souvent, et je le maintiens, et je ne dis pas ça en mauvaise part. La plupart des fils ou des petits-fils que j'ai rencontrés, alors on n'a pas un club, hein, mais dans le métier, on se croise des fois. Bon, je dis pas ça méchamment. Il y en a très peu que j'ai rencontrés qui m'ont paru, allez, sans aller jusqu'à normal, mais à peu près équilibré. Voilà. Je suis le premier, chère madame, à être insupporté par les fils et petits-fils d'eux. Pas tous, hein, je ne fais pas une généralité, mais c'est pour ça que je parle d'éducation. Moi, on m'a toujours expliqué que ce n'est pas parce qu'on porte un nom que l'on représente ceux qui l'ont porté avant nous, ou qu'on a le même talent, ou qu'on doit avoir une tête qui passe plus les portes, ou qu'on a sauvé la terre entière. Donc, en ce sens, ce n'est pas difficile, car, voyez-vous, ces gens qui ont des noms célèbres, et des précédents qui ont porté le même nom. Remarquez, il y a des Jobastres aussi qui n'ont pas eu de précédent, n'est-ce pas? Mais je crois que ces gens, plus sérieusement, sont malheureusement très mal dans leur peau, parce qu'à un moment donné dans l'éducation, il y a quelque chose qui n'a pas été bien suivi. Hein. Les parents ont dû manquer quelque chose. Et je crois que ce quelque chose, c'est de les rassurer en disant, tu sais, tu n'es absolument pas obligé d'être au même niveau ou de faire la même chose que ceux qui t'ont précédé. Moi, lorsque je me lève le matin, je ne me dis pas « Et mon grand-père, à mon âge, faisait des millions d'entrées, sinon je reste au lit. » Tu vois. Et puis, quelque part, je m'en fous complètement. Moi, je fais ce que je fais. De la même manière que mon père n'a pas eu cette pression au-dessus de la tête parce qu'on ne lui mettait pas. Moi, je crois que les héritiers, même si le mot est atroce, mais en tout cas, les descendants, tous ces mots font très empereur dynastique, j'aime pas ça. En tout cas, tous les gens qui portent un nom célèbre et qui ont eu des précédents qui ont porté ce même nom, la plupart du temps, je pense, ne vont pas bien, parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'en fait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans la moindre pression. Moi, j'ai eu de la chance, tu parlais de chance, j'ai eu un papa et une maman qui m'ont parfaitement expliqué ça, et qui d'ailleurs n'ont même pas eu besoin de me l'expliquer, puisqu'ils l'incarnaient eux-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, c'est très léger. C'est très léger, parce que finalement, moi, je n'ai aucune mission. Moi, je dirais que le seul devoir que j'ai, parce que quand même, il faut à un moment donné être conscient qu'il y a eu deux personnes avant moi, mon père et mon grand-père, qui n'ont jamais sali ce nom-là. Voilà. Ce nom a été construit avant moi, il a été porté avant moi, on me donne les clés de la maison, de l'appartement, il ne faut pas que je commence à saloper les murs. Voilà. Donc, en ce sens, je fais attention. Cependant, ce n'est pas pour ça que je m'interdis de faire ce que j'aime. Et d'avoir les opinions que j'ai, ou d'avoir la liberté de ton que j'ai. Voilà. Mais encore une fois, j'ai conscience que si le nom, il faut faire attention, j'ai aussi mon individualité et que je suis libre de dire et de faire ce que je veux. Voilà. C'est un dosage en fait entre les deux. Mais je crois que c'est bête à dire. Je sais qu'on a des enseignants qui sont venus nous voir. J'ai rencontré beaucoup je vous montre, madame, parce que vous êtes devant moi, je sais que vous êtes enseignante. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent me voir depuis 4 jours. Ou ce matin encore, j'étais à Radio JM et on me demandait mon opinion sur la fonction publique et sur les enseignants. Vous voyez, donc j'ai parlé de ça. Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on me pose la question. Mais à chaque fois, j'en reviens à quoi? À l'aspect éducatif. Voilà. Et c'est vrai que dans des familles artistiques, où les parents sont des vedettes, ou machin, moi, je vous le dis, je le vois, l'éducation, elle manque. Et j'ai même envie de dire que j'ai eu beaucoup de chance que mon père n'ait pas été quelqu'un, vous le disiez, madame, qui était sujet à la grosse tête, et que ma mère, qui s'appelle Corinne, cadrait immensément le cadre strictement intime et familial sans que le show business ne s'y invite. Mais ça, c'est une chance. Je n'aurais pas eu ça, je serais peut-être pas le même. Moi, si vous voulez, je trouve que ça, c'est très léger, quoi. Et la lourdeur de ses descendants, de ses héritiers, elle fait peine, parce qu'on se dit, les pauvres, il y a quelque chose qu'on n'a pas dû leur expliquer, ou on a dû laisser s'installer, quelque chose de malsain, vous voyez. Nicolas est quelqu'un de très normal. Voilà. Hein? C'est l'éducation, tout simplement. Voilà. Dites-moi tout. Attendez le micro. Dites-moi tout. Si c'est trop indiscret, je vous le dis, je ne répondrai pas. Mais non, mais ce n'est pas indiscret.
peut-être beaucoup de gens ici connaissent la colline Samatan, dans le 7e, Ouais. en Doum. Ouais. Et j'ai croisé pendant des années une dame qui habitait la rue Olive, je crois. Ouais. Et les voisins, un jour, au début que j'y habitais, ils m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'était sa tête, hein, pour ça que je l'ai cru. C'est la sœur de Fernandel qui habite là. Ah. Alors bon, aujourd'hui, je ne sais pas encore si c'est vrai. Ça serait votre grande tante. Mais voilà. elle doit être morte depuis... Ah ben comment Elle a plus mal aux dents. Hein, Eh bien oui, mais... Ah non, mais Marguerite, c'était la sœur de ma grand-mère. Voilà. Non, moi je parle de la sœur de Fernandel. Ouais. Ouais. Oui, la sœur. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Mais elle ne portait pas le nom de Fernandel, puisque... Alors, monsieur, honnêtement, je ne peux pas vous répondre parce que mon grand-père était de toute manière éloigné et brouillé avec toute sa famille. Voilà. Mais ce qui était vrai, parce que, pour la faire très courte, une fois j'ai dit, ça c'est l'époque, une fois j'ai dit à la radio, ce qui n'est pas un secret, que la mère de mon grand-père ne l'aimait pas. Voilà. Qu'elle ne l'aimait pas et j'en étais resté là. Pour justifier du fait que mon grand-père a aussi construit une famille parce que lui voulait une famille stable, avec des enfants, etc. Évidemment, les médias, dans ce qu'ils ont parfois, pardon du mot, mais c'est un mot qui n'est pas si vulgaire qu'il y paraît, dans ce qu'ils ont de putassier, ont repris sur certains sites l'information, et j'ai lu le lendemain, Vincent Fernandel se confie sur l'enfance atroce ou malheureuse de son grand-père. Alors que je n'ai pas donné de détails, vous voyez. Alors je ne vais pas commencer à faire des procès à tout le monde, qui disent ce qu'ils veulent. Mais encore une fois, je ne peux pas vous renseigner sur l'aspect... Aussi bien j'ai connu des membres de ma famille maternelle, du côté d'Henriette Mans, qui était la femme de mon grand-père, aussi bien le côté... Je connaissais un peu mon oncle Francis, qui faisait le métier sous le nom de Francinède, mais les rapports étaient compliqués. En plus, je ne peux même pas vous dire pourquoi. Tout ce que je peux dire, c'est que ça partait du fait que la maman était une figure compliquée. Voilà. Mais vous savez, des fois, on me dit... Peu cher. Peu cher. C'est pour ça qu'elle était discrète. Elle souriait pas trop parce que c'est... Quand il y a la tête de Fernandel avec les cheveux longs, tu es discret, tu vois. Tu vas pas draguer au Saint James, par exemple. En plus. Au pauvre, c'était un tromblon, en fait, ma tante, quoi. Je suis sûr que si c'était vraiment sa sœur... Peut-être Marguerite. Il doit encore y avoir des gens... Vous savez, je suis capable de dire comme ça, ça matin, je suis toujours en nous. Mais pour demander, parce que j'ai jamais été curieux de pousser, vous voyez. Mais je disais bonjour madame, bonjour monsieur. Il y a une expression... Vous disiez bonjour monsieur, quand même, d'accord. Ah ouais, donc c'était... Tu as compris. Tu as compris. On a une expression, c'est va caguer en doux. Maintenant, on dira va en doux me chercher pour voir si c'est pas la sœur de la Fernandel. Ça part de là, les expressions. Va en doux. Oui. Qu'est-ce qui m'a sûrement apporté, monsieur? Les témoignages. Ah, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ça, sûrement... Non, mais ah, ben, bien sûr, monsieur. Bien évidemment. Oui, je dis que par là... Ah, mais bien sûr, les témoignages que vous nous avez apportés... Pardon, j'étais encore sur la sœur. Grand-père, sur votre papa, le livre que nous avez bien lu hier. Mais aujourd'hui, vous avez eu des témoignages qui, je suis sûr, vous ont beaucoup apporté aussi. Ah, mais monsieur, vous n'êtes pas venu à Marseille pour rien. Mais monsieur, je vais vous dire... Et je vous souhaite de vendre beaucoup de livres. Il y a des témoignages, il y a plein de trucs. Ah, c'est pas Carré qui l'inviterait comme ça. Hein. Non, mais de toute façon, déjà, pour que ce soit comme ça, Carré, encore faudrait qu'il m'invite. Elle va rentrer, elle va dire, putain, il n'est pas content, Vincent Fernandel, il faut l'inviter vite. Hein. Mais, non, mais bien sûr, monsieur, que ça m'apporte. Je vais vous dire, vous savez ce qui est formidable, c'est à la fois le fait que ça puisse... Jean-Claude. Comme Godin. Oh. C'est un cousin, tu vois. Non, mais oui, ce qui est formidable, c'est qu'en plus d'avoir ce temps d'échange, et donc de paroles vraies, c'est aussi le fait, c'est ce que je disais hier, que on peut rigoler et on peut déconner et on peut se brancher, comme on dit. Voilà. Voilà. Ici, il
il y a encore cette chose qui existe, mais elle existe dans beaucoup d'endroits, hein, je vous rassure, où on peut encore, oui, j'ai pas d'autres mots, se brancher, raconter n'importe quoi, aller un peu sur les limites, et on sait qu'on rigole, et on sait qu'on se respecte, voilà. Et ça, et merci pour ça, parce que c'est comme ça depuis 4 jours. Moi, je me fais des barres de rire tous les jours, et je me dis quand même, ils sont bien ces Marseillais, voilà. Il y a une question, peut-être qu'avant qu'on passe aux dédicaces. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonjour. Hier, mardi plutôt, il a été évoqué le fait qu'à Marseille, il n'y a pas beaucoup de lieux qui rappellent votre grand-père. Oui. Mais je voulais signaler quand même qu'il y a l'avenue Fernandel dans le 12e arrondissement, entre les Trois-Lucs et Saint-Julien. Tout à fait. J'ai habité pendant 30 ans aux Trois-Lucs, donc je passais souvent devant. Et j'ai rencontré plusieurs fois votre père qui faisait ses courses aux Trois-Lucs, oui, à l'épicerie ou à la boulangerie. Tout à fait. Alors, par rapport à Carrie quand même a rendu hommage à votre grand-père, parce qu'il y a quand même le cinéma Fernandel, qui est une salle de cinéma et absolument, une salle de réunion également, de conférence, et où il y a eu d'ailleurs une exposition il y a quelques années des photos, de photos. Et il y a aussi le buste de votre grand-père qui est à l'entrée du cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis dernièrement, bon, il y a l'histoire du caméra, là, du fameux bateau qui est en très mauvais état. Enfin, il paraît que la réparation a coûté très cher. On a même dépassé le budget, mais enfin, la commune... Ah ben moi, j'ai pas forcé, hein. C'est la facture qui arrive. On me demandait le différentiel, tu sais. Voilà. Et il va être exposé, je crois, pas loin du casino. Enfin, non, mais la ville de Carré a toujours été beaucoup plus proactive que Marseille, hein, pour mon grand-père, très clairement. Hein. Ah oui, ça je le dis, hein, depuis toujours. Hein. Et Marseille, il y a l'avenue Fernandel existe depuis 1973, donc 2 ans après la mort de Fernandel. Il y a la plaque commémorative que vous avez vue, qui a été mise par le comité de Marseille il y a une quarantaine d'années, dans les années 80. Il y a le buste, le fameux buste qui est à l'angle des boulevards Chave et des boulevards Jeune-Pierre. Fernandel n'est pas forcément très beau, mais enfin, qui rappelle l'image. Et je dois dire que le comité de Marseille a demandé à la ville de Marseille, puisque j'ai eu l'accord de Vincent et de sa sœur, Manon, que la ville puisse attribuer le nom de Franck Fernandel, une rue à Franck Fernandel aussi. Donc nous attendons que ça passe en commission, et voilà. Moi, j'aimerais bien une place à mon nom tant que je suis vivant, que j'en profite. Alors à Marseille, il faut être mort pour avoir un nom de rue. Donc place de parking. On fait un faux certificat, puis on voit que, tu vois... Ah, donc une place de parking, parce qu'on ne peut pas se garer. Une place de parking. Au moins, je suis peinard. Pour ma famille. Si vous voulez, on peut passer aux dédicaces, comme ça vous pourrez parler directement à merci, messieurs, dames. On se revoit juste là. Hein, voilà. Merci à tous.